bienvenue aux expériences de paysage. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin de nombreuses personnalités autour de l'œuvre de Pascal Cribier, ce grand jardinier paysagiste qui est célèbre pour de nombreux jardins, dont les plus connus sont les Tuileries, qu'il a réhabilité dans les années 90 avec Louis Bénèche notamment, et Varengeville, qui est plus qu'un jardin, parce que c'est aussi un parc, une géographie, un bois et un espace qui a été pour lui un terrain d'expérimentation puisqu'il a commencé à jardiner là-bas et à apprendre un peu ce métier en 72. Et ce jardin de Varengeville qui est encore jardiné et dans lequel son frère Denis Cribier prend soin aujourd'hui. Et Denis est parmi nous dans la salle, donc je le salue pour cette conférence. Donc, Pascal Cribier nous rassemble depuis sa mort au sein de cette association, les Amis de Pascal Cribier. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de faire une conférence en sa mémoire, sur la manière dont on fait vivre cette mémoire au sein de cette association, avec donc toutes ces personnalités qui font vivre sa mémoire. Je voudrais présenter en premier lieu Marc Janson, qui est botaniste, qui a dirigé l'herbier national de Paris pendant de nombreuses années, qui est devenu, on peut le dire aujourd'hui, un grand botaniste international qui nous aide, si c'est clair, qui nous aide à mieux comprendre et à décrire le vivant. Donc merci. Et j'imagine que quand on commence la botanique à ce niveau-là, on sent que c'est une science ouverte à l'infini. Donc bravo pour ce travail. Et je crois que tu avais participé à Varengeville aux rencontres botaniques que Pascal avait créées en 2012. Donc vous allez en parler, bien sûr. Donc on a aussi autour de la table Patrick Écoutin et Daphné Charles, qui sont tous les deux paysagistes, qui ont travaillé aux côtés de Pascal Cribier, qui connaissent par cœur Pascal, comme tous ici, mais aussi surtout toutes ses œuvres, tout ce travail, la manière de travailler, les démarches, etc. Et on peut saluer aussi Daphné qui s'occupe énormément de cette association, la faire vivre, les visites, les rencontres, avec d'autres, mais merci à vous d'être présents. Nous avons aussi avec nous la grande Monique Mosser. Oui, c'est ça. La grande historienne des jardins, qui est surtout spécialiste des jardins du XVIIIe, mais qu'en fait est une femme extrêmement engagée dans la préservation du patrimoine, qui va nous parler aussi justement de comment on conserve ces jardins, comment on réhabilite, etc. Et donc, au sein du CNRS, ICOMOS, de nombreuses structures défend les jardins. Et Monsieur Michel Bavéry, qui est éditeur et qui a fait un très beau jardin, qui est un livre en fait, mais qui a été peut-être un peu conçu de la même manière. C'est cet ouvrage sur Pascal Cribier que vous connaissez certainement. Et en fait, finalement, c'est aussi un peu cet ouvrage qui a initié l'association Pascal Cribier, puisque c'était au moment de la version anglaise que tu as été à l'initiative de cette association. C'est pour ça que tu vas être la première personne à prendre la parole pendant cette conférence. Simplement, je voulais dire que pour l'organisation de la conférence, même si ça change, a priori, Patrick et Marc vont présenter ensemble un exposé. Daphné va intervenir dès qu'elle voudra. Monique viendra plutôt à la fin, mais aussi quand elle veut. Et nous avons aussi dans la salle deux archivistes de renommée, qui viendront parler aussi un moment de la manière dont on conserve toutes ces archives de Pascal, mais en général de tous ces artistes. Et donc on a Madame Karine Baumel, qui est conservatrice au Musée des Arts Déco, et Anna Sorza, la grande conservatrice des paysagistes, qui travaille à l'École nationale supérieure de paysage et qui a classé ces archives qui sont chez vous, Madame Karine, au conservatoire. Merci à tous, merci d'être présents, et on va commencer donc avec Michel. Merci. Bonjour, je vais parler très rapidement, juste pour dire qu'effectivement, l'association est née autour du livre de Pascal, parce que Pascal voulait qu'il y ait une traduction anglaise de son livre, et donc l'association sur ses fonds baptismaux était dédiée à la mémoire de Pascal, puisque ce livre est vraiment la trace ultime de son travail. Grâce à l'association, nous avons
enfin grâce à l'association, grâce à Laurent Lebon, grâce à Karine Bonnel, grâce à Anna Sorsa et à Olivier Gabé, nous avons pu déposer toutes les archives de Pascal au Musée des Arts Déco. Donc ça aussi, c'est un travail de mémoire. Je pense qu'il en sera question pendant la conférence. Et je pense que le fait que, initialement, la conférence devait être faite par Marc Janson et Patrick Écoutin, et que tout à coup, il y ait déjà 5 personnes sur la scène et qu'il y en aura 2 de plus tout à l'heure, c'est exactement ça, Pascal, et c'est exactement ça, l'association. C'est des gens qui arrivent et qui sont là pour le plaisir. Comment évoquer la survivance ou la mémoire d'un jardinier, peut-être aussi de ses jardins? C'est une commande assez ample et assez délicate à structurer sous forme de conférence, donc ce sera plus une table ronde qu'une conférence, et surtout dans ces cas-là, on se tourne vers la figure tutélaire qui est Pascal, et on se dit comment Pascal aurait fait. Donc la façon dont Pascal faisait des conférences, il en a fait beaucoup, dans de nombreux pays, c'était énormément d'images, et un propos on sait à peu près où il va commencer en s'appuyant sur l'image et qui peut diverger par rapport dans beaucoup de choses. C'est un peu ce qu'on a décidé de vous proposer ce matin. Vous aurez une succession d'images qui va vous être présentée, alors très abondante, qui va vous être présentée par Daphné. Toutes ces images, quasiment toutes ces images sont tirées de l'ouvrage. Toutes les photos de l'ouvrage ont été faites par Pascal. C'est aussi la mémoire photographique de Pascal qu'on va vous présenter de façon succincte. Il y a des milliers et des milliers de clichés. Et l'idée, voilà, c'était de se rassembler. Donc Pascal n'avait pas d'agence, il travaillait, comme a dit Michel, par affinité, c'est-à-dire qu'il s'entourait en fonction des projets et en fonction des compétences qu'il recherchait de différentes personnes. Et je pense qu'on peut aussi dire que Pascal ne savait pas travailler sans amitié. Il avait un rapport à la passion des autres, il avait souvent beaucoup d'admiration pour les gens avec qui il travaillait. Et c'était, comme le disait souvent Monique, comme elle peut le dire toujours, un espèce de prince de la Renaissance qui, en même temps, vous invitait à déjeuner, vous invitait à dîner. Il y a un rapport à la nourriture qui est très fort chez Pascal, on aura l'occasion d'y revenir. Et d'ailleurs, l'association est née de ça. En fait, quelques semaines après la mort de Pascal, on a commencé à tous se retrouver autour de la même table à laquelle il nous accueillait, avec laquelle on partageait les repas. Et finalement, l'association, elle est née pas forcément d'une volonté de Pascal. Pascal n'a évidemment jamais demandé à ce qu'une association soit créée. Elle s'est créée parce qu'il voulait ce livre en anglais, comme on vous le disait tout à l'heure, que pour faire un livre en anglais, il fallait des fonds. Et que quand les fonds sont arrivés, ce qui a vraiment motivé la création de l'association, c'est pas notre amitié qui existait déjà et qui était très vive et qui réjouissait Pascal. Pascal disait toujours, pour moi, ce qui est important chez mes amis, c'est qu'ils deviennent eux-mêmes amis les uns des autres et qu'ils n'aient plus besoin de moi pour se rencontrer, pour échanger, pour partager. Donc, cette association est beaucoup plus dans cette poursuite de la façon de travailler de Pascal, qui était vraiment autour de l'affinité et autour de l'amitié, qu'autour vraiment de la préservation d'une mémoire, parce que ça, Patrick le dira tout à l'heure, Pascal n'avait pas forcément une pensée extrêmement structurée, extrêmement précise. C'est quelqu'un qui travaillait, je crois, avant tout en fonction des lieux, des plus petits aux plus grands, des lieux très différents, d'un atoll en Polynésie française à un petit jardin parisien. Et ça, Patrick va vous en reparler tout à l'heure. Donc là, quelques photos de présentation. Et puis sur la diapositive suivante. Oui, alors, Pascal aimait réunir ses amis autour d'un repas. Et il servait ce que chacun aimait. Et donc, ça m'a fait penser à cette scène avec un C uniquement. La seule chose qui effectivement dépareille, c'est que là, le Christ est immobile. Mais j'imagine que comme Pascal, le Christ devait certainement être très attentif à tous ses apôtres et passer de l'un à l'autre pour le servir, pour voir si tout allait bien, ce qui était le cas de Pascal. Probablement, Léonard de Vinci a demandé au Christ de rester immobile quelques instants pour pouvoir faire la peinture. Si on avait fait la même chose, nous, dans l'ordre de nos réunions, il aurait été très difficile de saisir Pascal au bon endroit, au centre, parce qu'il était toujours partout. Il y a quelques photos. Voilà, suivante. Alors là, on est... Alors ça, c'était quelques mots sur les archives, effectivement. Encore une fois, il n'y avait pas de demande particulière de Pascal par rapport à sa postérité, en quelque sorte, si ce n'est cette demande du livre en anglais. Mais il nous a semblé très important de traiter les archives. Les archives étaient conservées là où Pascal vivait et là où Pascal travaillait. Comme je vous le disais, il n'y avait pas d'agence, donc tout était placé de Morostan.
Et encore une fois, c'est l'occasion de remercier à la fois le Musée des Arts Décoratifs et Anna Sorsa pour le travail phénoménal qui a pu être fait. La question des archives des paysagistes est une vraie question, toujours absolument actuelle. Il n'y a pas d'institution qui permettent véritablement de les conserver, qui soient très structurées. Le fait que les archives de Pascal aient pu se retrouver dans les mains expertes et bienveillantes du Musée des Décoratifs, juste à côté du Jardin des Tuileries, la bibliothèque pardon, des Arts Décoratifs, juste à côté des Tuileries dont on va vous parler tout à l'heure, est quelque chose de très important. Et donc pour rentrer dans les détails, on laissera la parole à Karine Baumel et à Anna Sorsa, puisque ce sont elles qui ont la meilleure connaissance. Je crois qu'aucun d'entre nous n'a pu avoir un panorama aussi complet de la nature, de la diversité des archives de Pascal que ces deux personnes, et donc on pourra évoquer ça un peu plus avant. Et peut-être que Monique aura quelques mots à dire à la fin sur la question des archives des paysagistes en général. Exactement. Alors Pascal a beaucoup travaillé. Il disait essentiellement, j'ai deux passions, une passion pour les musiciens et pour les botanistes. Et son œuvre a pu être, disons, son œuvre, je sais pas, son approche en tout cas, sa sensibilité pour le végétal a pu se traduire dans différentes expositions également. Celle-ci a été une des plus sensationnelles. Les racines ont des feuilles, puisqu'il l'a construite à l'espace Electra, qui était cet espace de la rue Récamier dans le 6e arrondissement. À l'époque, la fondation EDF donnait en quelque sorte carte blanche à différents jardiniers, différents paysagistes pour qu'ils puissent exprimer en quelque sorte leur travail. C'était une exposition que peut-être vous avez eu l'occasion de voir, avec à la fois des éléments que l'on pourrait dire presque d'histoire naturelle, avec ses systèmes racinaires. Pascal avait une véritable obsession pour les racines des plantes. C'est quelque chose qu'il a beaucoup discuté avec le botaniste Francis Allais. Et donc c'était à la fois une présentation du travail de Pascal, mais aussi une mise en évidence de phénomènes scientifiques et botaniques qui venaient tout juste d'être découverts. En l'occurrence, ces émergences de poils racinaires qui, à l'image des feuilles qui disparaissent à l'automne, vont disparaître lorsque la saison végétative est terminée. Et ça fait écho à un des projets de Pascal, qui est le marais de l'Archamp, où en arrivant dans ce marais multiséculaire, eh bien, il se rend compte, c'est ce que vous voyez sur l'image, que les plantes s'adaptent, notamment les aulnes et les saules, en générant des plateaux racinaires qui se distribuent à différentes hauteurs sur le tronc pour s'adapter aux fluctuations des niveaux d'eau et pour avoir en quelque sorte des racines qui s'aèrent, même quand le niveau de l'eau est particulièrement élevé. C'est ce que vous devinez sur les troncs qui sont présentés à l'arrière-plan de l'image. Donc il y avait aussi bien sûr des champignons qui évidemment en sporulant ont bouché les systèmes de climatisation de l'espace Electra, qui n'avait peut-être pas tout à fait conscience de ce à quoi il s'exposait en donnant une carte blanche à Pascal. Il y avait aussi une sélection de photos absolument sublime de nombre de ces jardins. Je crois qu'il y a voilà, ça c'est un des éléments, disons une des salles les plus fortes de ce que Pascal avait pu produire. Hommage aussi à Laurent Lebon, puisque c'est grâce à Laurent Lebon que cette exposition a pu se faire, et que c'est de cette exposition qu'est né le projet du livre. Donc ça a été un moment assez fort aussi dans la façon dont la mémoire de Pascal a pu être exposée et aujourd'hui conservée grâce, entre autres, au livre. Et puis à partir de maintenant, vous allez avoir des diapositives qui vont filer. Pascal disait toujours vite, 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 donc les diapos elles-mêmes vite, vite, vite. Et l'idée, c'est que c'est pas une prise de parole qu'on a conçue comme un commentaire de l'œuvre de Pascal, parce que c'est quelque chose qui a déjà été fait et qui sera certainement fait à l'avenir. Là, c'était vraiment l'idée de vous transmettre en quelque sorte à la fois le Pascal avec lequel on travaillait. Comme vous l'avez compris, les frontières professionnelles et amicales étaient très fluctuantes, et peut-être même qu'elles étaient inexistantes, que c'était juste un grand continuum. Et l'idée de vous transmettre en quelque sorte ces idées fortes et ces partis pris dans différents jardins dont vous découvrirez les images. Et je crois qu'il revenait à Daphné d'annoncer... Donc ça c'est Limézy, voilà, en Normandie, et c'est Patrick qui peut en parler. Vas-y, la suivante. La figure du carré, peut-être. Oui, absolument. Là, cette image, toutes ces images ont été faites par Pascal. On a gardé d'ailleurs le montage que Pascal avait fait pour une de ses expositions, simplement on n'a pas la bande-son. Donc là, on réinvente la bande-son qui n'a rien à voir avec celle que Pascal avait formulée probablement lors de la présentation.
Limésie, donc sur le thème du carré, et c'est quelque chose de très important chez Pascal. Quand on veut faire un carré, on fait un carré, et quand on veut faire un rectangle, on ne fait pas une proportion de 3 pour 2, on fait une proportion de 5, 6, 7 pour 1. C'est-à-dire que les dimensions doivent être augmentées, exagérées pour qu'elles soient sensibles. Alors, il a beaucoup travaillé aussi, et un thème qui l'obsédait, c'était la limite et la notion de paysage et la notion de jardin par rapport à celle de nature. On ne sait pas, je ne saurais pas vous dire si la nature était pour lui l'endroit où il n'aimait pas aller, ce qu'il disait souvent, ou si la nature était le matériau qui permettait de faire des jardins et des paysages. La différence pour lui, elle est claire, c'est que le paysage n'a pas de limite, un petit peu comme la Russie de Poutine, elle n'a pas de limite, mais il n'avait pas les mêmes ambitions, je crois. Des photos qui sont uniques, qu'on ne refera probablement jamais, parce que retrouver de la neige à Limésie comme on en a là, je crois que c'est maintenant du passé. Et évidemment, la neige là, surtout pour la photo du bas, vous voyez comme elle améliore, comme elle met en valeur le système de haies. Qui cache la piscine. Pardon ? Qui cache la piscine. Qui cache la piscine, oui, aussi. Vas-y, faut que ça tourne. Là, c'est très important aussi, c'est les proportions. C'est-à-dire qu'il n'aimait pas les proportions 1 pour 1. Quand il fait des proportions, c'est généralement 3, 4 pour 1, exactement comme pour le rectangle dont je vous parlais tout à l'heure. Il n'aimait pas que les choses soient dans un rythme régulier, qu'il y ait un virage tous les 10 mètres, qu'on tourne toujours de la même valeur. Donc toujours ces photos. Alors toutes les photos... Alors là, on peut revenir un peu sur le livre. Le livre est assez étonnant, rapidement, parce qu'il est hyper complexe. C'est-à-dire qu'il y a des images horizontales, des images verticales, et à chaque fois, il y a une façon de la présenter différente. C'est-à-dire, là, je n'aurai pas d'explication, mais certaines sont sur du papier glacé, d'autres ne le sont pas, certaines sont des encarts à l'intérieur. Selon le format qui a été utilisé, et je dirais même selon l'appareil photo qui a été utilisé, ces photos-là sont faites avec un Hasselblad, un X-Pan, et les photos précédentes étaient faites par un Sony, celles-là sont faites par l'Hasselblad. Donc le jardin de Limésie est sur le thème du carré, donc il reproduit le carré. Vous voyez sur celle du haut une maison végétale. Il l'a fait, c'était un bel ouvrage, et il en avait quelques hésitations. Il ne savait pas si c'était une réussite ou pas. Il était très perplexe sur ce que lui-même avait fait, et le doute était chez lui une valeur, mais une valeur connectée ou déconnectée. C'est-à-dire que soit on était dans le doute, soit on était dans la certitude, il n'y avait presque pas, il n'y avait pas d'intermédiaire. Ça me paraît logique. Quand on est certain, quand on doute, on doute. Mais comme toujours, chez Pascal, les choses sont bien nettes et caricaturées. Si c'était un manomètre, on pourrait dire qu'il ne savait que le zéro et l'infini. Il ne connaissait pas les valeurs intermédiaires. Alors, on passe à Varengeville. Alors, vas-y. Oui, alors peut-être, Varengeville, vous dire l'importance, même si ça a été dit en introduction, puisque c'est un peu le jardin expérimental de Pascal. C'est là qu'il va vraiment développer, entre autres, et ça va revenir le long de l'exposé, une sensibilité extrême aux éléments, le vent. Donc c'est à Varengeville qu'il va commencer à élaguer avec force, conviction et constance pour justement filtrer le vent. C'est un jardin au bord de mer. Donc le vent est très important, et une sensibilité à l'eau. Et cette sensibilité à l'eau va se traduire par des drainages. C'est un terrain qui est extrêmement en pente, enfin en tout cas pour une grande partie du terrain, la déclivité est importante. C'est un endroit qui est entouré de forêts, c'est un jardin qui s'est développé dans une forêt. L'idée du propriétaire Éric Choquet, qui a partagé sa vie pendant longtemps et auquel on pense évidemment aujourd'hui, était d'avoir une cabane dans les bois, et de cette cabane dans les bois, Pascal va créer un système innovant avec un système de drainage qui va se baser sur des mamelons herbeux autour desquels des rigoles vont conduire les eaux. On n'est pas sur un système de drainage classique. On va avoir donc cet élagage, voilà le système des mamelons herbeux. Donc on rend aussi hommage à Denis Cribier qui effectivement est avec nous, et qui soigne et qui veille sur ce lieu et qui le fait très bien. Donc si vous retournez à Varengeville aujourd'hui, le lieu est ouvert au public si vous souhaitez le visiter.
Vous verrez que les stewartia, ces petits arbustes que Pascal aimait passionnément, ont pris un peu plus d'envergure que ce que vous voyez sur la photo, mais que le dessin et la douceur des arrondis est absolument conservé. Pascal avait une passion pour les cultivars. Alors, comme le disait Patrick tout à l'heure, c'est quelqu'un qui revendiquait détester la nature, qui ne s'y sentait pas du tout à l'aise. Et évidemment, ça a été un élément de discussion très fort entre un botaniste, comme j'essaye de l'être, beaucoup moins passionné par l'horticulture que par les plantes sauvages. Et il me disait souvent, oui, mais vous les botanistes, vous allez en forêt, vous voyez les plantes les plus belles du monde. Nous, nous sommes en Europe, coincés sur des climats dans des climats un peu moins propices à l'exubérance végétale. Et donc il trouvait dans cet amour des pépinières et de l'horticulture une espèce d'exutoire à une forme de diversité végétale exacerbée qu'il ne trouvait pas dans les tropiques, puisqu'il est quand même assez peu allé sous les tropiques et que son amour des plantes se portait quand même un peu moins sur les plantes tropicales. On reviendra tout à l'heure sur l'amour de l'ambiguïté et la diversité de l'amour de Pascal pour le vivant et pour les plantes quand on évoquera les rencontres botaniques de Varengeville. Voilà l'idée de la prairie fleurie devant la maison. Comment faire d'une contrainte un avantage, hein, donc pour dégager un plat devant la maison, sur lequel Patrick disait précédemment qu'il aurait voulu mettre un bassin, une surface en eau, peut-être tu pourras en dire quelques mots également. Cette prairie que vous devinez sur l'image, enfin sur les deux images d'ailleurs qui vous sont présentées, a amené évidemment à décaisser énormément de terre pour aménager ce plat, et donc il a créé la prairie à partir de la terre décaissée pour former la seule zone plate devant la maison. Et donc c'était cette pensée en quelque sorte en concordance d'éléments, une histoire, un événement amenait à une pensée un peu fulgurante qui permettait d'aménager les espaces. Parce que Pascal faisait beaucoup attention à la façon d'aborder un lieu, et donc il a très souvent dans ses projets modifié la voie d'accès. C'était le cas à Varengeville. Avant, on arrivait directement sur la maison. Et il trouvait désagréable d'arriver sur la maison. Il avait plutôt une envie de découvrir quelque chose. Donc il a modifié complètement le chemin d'accès en le faisant passer dans la forêt qui est derrière. Et on pourrait dire qu'il a déplié un peu le projet, c'est-à-dire que paradoxalement, ceci se trouve devant la maison, comme l'accès, mais grâce à un chemin intérieur de la maison, on a l'impression que cet espace se trouve derrière la maison, comme s'il y avait d'un côté l'accès, la maison et le chemin et l'espace de derrière. Voilà, passion de l'horticulture avec ce jardin jaune qui est mitoyen de la maison, qui est comme ça protégé à l'intérieur de haies d'ifs. Et vous avez là toute cette passion. Alors Pascal a découvert le végétal dans des pépinières où il a travaillé pendant 2 ans. Peu de temps après l'obtention de son diplôme d'architecte paysagiste. Et ça a été un moment assez... peu de temps après, exactement. Ça a été un moment où vraiment il a découvert le végétal et c'est ça qui l'a vraiment définitivement tourné vers le paysage et le jardin. Et donc c'est des choses que vous retrouvez dans nombre de ces jardins. Sa passion des amanélis, hein, les parfums, c'était aussi quelque chose qui l'obsédait. Là on parle du labyrinthe. Peut-être qu'on avance. Alors, le labyrinthe, comme la vue que vous avez sous les yeux, correspond à un cahier des charges tacite qui existe à Varengeville. Varengeville est un lieu où se sont réunis bon nombre de gens aisés qui ont fait de fort beaux jardins. Et de façon inconsciente, pour que ces jardins aient de la qualité, il faut qu'ils aient un certain nombre de critères. Et la vue sur la mer est un des critères les plus importants. Il y a aussi le labyrinthe, il y a aussi un certain nombre d'arbres, des acères, enfin bon. Et Pascal a passé énormément de temps à élaguer sa forêt parce que les arbres poussent et la vue sur la mer se referme. Et un de ses objectifs principaux, c'était de garder cette vue sur la mer, ce qui n'était pas d'ailleurs forcément l'objectif au début de celui qui avait acheté la maison, qui avait plutôt une vision, comme tu le disais, d'une cabane perdue dans la forêt, plutôt qu'une ouverture sur la mer. Alors là, c'est intéressant parce qu'évidemment, on voit les saisons, c'est banal ce que je vous dis. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas les photos dans la durée, parce que cet espace avait une dimension, et puis les arbres poussant, peu à peu, ça se resserre, ça se referme,
on ne voit plus les choses, et puis Pascal s'en aperçoit, il fait un grand coup d'élagage, de nettoyage, il rouvre cette vue, et puis le mouvement recommence. Y compris chez les voisins, c'est-à-dire qu'il demandait aux voisins, parce que tout ne leur appartenait pas, d'aller élaguer pour justifier cette vue en V qui a été creusée, un peu artificiellement levée pour faire croire à une valeuse. C'est Aramon. Alors Aramon, cette première image qu'il a mis dans son montage, je ne sais pas ce qu'il voulait raconter dessus, mais ce que ça peut dire, c'est que Pascal, il avait d'un côté des choses un peu inconscientes, des choses qu'il faisait spontanément, et puis il avait quand même tout un vocabulaire, toute une doctrine qu'il énonçait, et une de ces doctrines qu'il disait, c'était « on intervient dans l'endroit le plus défavorisé ». On ne recommence pas les espaces heureux, on n'améliore pas les espaces qui sont déjà satisfaisants, on se fixe, on se polarise sur les espaces qui sont les plus difficiles. C'est toujours Aramon, et Aramon, en fait cette image c'est devenu le théâtre de verdure avec les deux grands cyprès qui sont là et le mur du fond, et tout le jardin est fermé. C'est enfermé dans des haies de chêne vert parce que c'était trop compliqué de reconstruire tous les murs qui avaient pu préexister pour se protéger du vent. Et donc tout a été planté en haies de chêne vert et quelques murs comme ici pour se protéger du vent. Aramon toujours. Non, vas-y. Peut-être qu'Aramon a l'occasion de... Et l'occasion de dire que pour Pascal, le jardin appartenait au jardinier, qui avait absolument aucune hésitation sur l'idée de la mémoire du jardin, et que c'est un lieu. Alors, on vous a aussi sélectionné différents jardins qui ont eu des devenirs différents. Hein. Il y a du mieux conservé jusqu'au plus abandonné, quelque part, voire à l'inexistant actuel. Un jardin qui a complètement disparu, comme en Polynésie. Et ici, voilà, récemment, la dernière propriétaire qui a connu le projet initial de Pascal nous a malheureusement disparu. Et donc, en permanence, cette idée de la mémoire du jardinier dans son jardin est en quelque sorte remise en question. Ce qu'il faut peut-être dire sur Aramon, c'est qu'il y a une maison historique, donc tout à fait étonnante, qui était totalement méconnue en fait, puisque sur les cartes anciennes, enfin, même pas les documents, les cartes, le lieu n'était pas indiqué quand le propriétaire milliardaire belge l'a acheté, et donc c'est un rendez-vous de chasse, enfin, au milieu plus ou moins de la garrigue campagne, et il y avait juste un mail de platane devant la maison, mais pas de jardin. Et la maison tournait le dos au Mistral. Donc en fait, quand le propriétaire a souhaité avoir un jardin, Pascal n'est pas du tout parti d'une idée d'un jardin qui avait pu exister selon des formes XY, mais il a vraiment totalement inventé un jardin-paysage en s'inspirant de la linéarité des vignes, des plantations d'arbres. Donc on est dans quelque chose d'extrêmement géométrique et totalement inventé, sorti de ces réflexions et aussi des désirs du propriétaire. Donc il faut vraiment dire que Pascal est tombé dans sa carrière, je crois, il a eu la chance de tomber de choisir. Parce que très souvent, il envoyait foutre les gens qui lui demandaient des jardins. Et ça, il faut dire, il riait comme un idiot après les rendez-vous. Et donc, ceux qu'il a gardés, ils sont devenus des espèces des amis, très souvent, et ont été aussi des co-créateurs dans un dialogue permanent tout à fait intéressant. Alors, pardon, tu avais envie... Non. Sur la ligne du paysage. Oui, alors tout à l'heure on a vu donc ce bel accès, ça illustre bien deux préoccupations de Pascal, qui est l'entretien, c'est-à-dire que sous les platanes il a dit je ne fais rien parce qu'il faut ramasser les feuilles, il faut traiter les choses, c'est compliqué, si on commence à planter quelque chose ça ne sera pas satisfaisant, et puis la préoccupation du traitement de l'eau, sur la gauche tout à l'heure sur les images qu'on avait, il y a un fossé qui a été créé pour ramasser les eaux et les traiter. Là, cette image est intéressante pour deux points.
il disait lui-même que le jardinier martyrisait la nature, que quand on faisait un jardin, on commençait par casser et détruire tout. La deuxième chose, c'est que quand même, derrière, il y a cette ligne d'arbres, qui n'est peut-être pas exceptionnelle, mais que Pascal a tenu à garder, pour garder toujours une mémoire de ce qui existait avant. C'était juste une ligne de peuplier pour se protéger du Mistral, mais elle allait continuer à protéger du Mistral, donc il était important de la garder. Bon, là, il y a un avant-après. Avant-après, donc pendant le chantier de ces lignes, de ce tracé en peigne comme ça de buis et de gora rouge qui ont été disposés, parce qu'en fait en dessous c'est très compliqué, tout est très chargé, il y a les parkings et il y a les aérations et les choses comme ça. Donc on ne pouvait pas planter des choses profondes. En revanche, les lignes ont été organisées avec des petites séparations entre les buis, non pas en pierre là, mais en ligne de béton, qui était le pas du jardinier. Parce que comment aller tailler si on ne peut pas tout écraser? Donc il y avait toujours, le pas du jardinier était prévu pour l'entretien futur et pour structurer tout le jardin. Et sur la droite de l'image, le verger qui est ici planté en ligne d'arbres avec des lignes d'iris et plus loin derrière les lignes de lavande, parce que la femme du propriétaire avait dit un chien en Provence, je veux un champ de lavande. Et donc c'était un peu comment répondre à une demande qu'on ne jugeait pas forcément parfaitement pertinente à cet endroit-là, parce que ce n'est pas la Provence de la lavande justement ici, mais d'accéder quand même à sa demande. Et du coup les lavandes ont été interplantées de vignes et le paysage est ainsi tricoté d'une façon beaucoup plus riche, en allant dans le même sens et dans le sens du vent toujours. Est-ce qu'on peut revenir sur les images d'avant? Oui. Bon, alors, en tout cas, ça c'est l'image des goras quand elles commencent à vraiment pousser fort et à déborder des buis, ce qui fait une prairie en mouvement en fait. Et on voit l'image du petit château qui s'appelle Montplaisir, là au fond, qui était donc inconnu. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que Pascal appréciait les jardins privés parce qu'il disait toujours que c'était des expériences. C'est-à-dire que chaque jardin, il essayait quelque chose. Alors je ne sais pas si historiquement la prairie fleurie à Varengeville a été faite avant ou après celle-là, mais incontestablement, ce sont des tests, des essais, et à chaque fois, il essaye de perfectionner, d'améliorer. La deuxième chose qu'on pourrait noter, c'est qu'il n'a pas peur. Il n'a pas peur des grands espaces. Vous voyez que là, il n'a pas multiplié les détails, les trucs, les machins, une grande surface homogène et qui donne vraiment une impression forte. On voit les cyprès du début, vous voyez, toujours à l'arrière-plan. En fait, ils sont très loin derrière. Ils ont continué à pousser parce que ce jardin a été, je crois que le chantier a commencé en 1995. Donc, il s'est poursuivi jusqu'en 2004, à la mort de Hollander. Mais il est repris maintenant. Hein. Alors voilà, la plantation lavande de vigne. Donc c'est pas le champ de lavande typique et c'est pas le champ de vigne, les lignes de vigne les plus classiques. De nouveau des détails sur les... Alors, à la fois des détails et en même temps, quand Pascal concevait quelque chose, il gardait en l'idée la photo qu'il allait faire. C'est-à-dire, il faisait un détail, il disait, de là, on fera une photo, ça sera génial. Et voilà. Alors, il faudrait juste revenir parce qu'il y a une fait coïncidence sur les tout à fait en amont, à Ramon. Voilà, là. Alors là, c'est intéressant parce que cette allée, il l'a fait avec un élément en béton qu'il retourne. Et en le retournant, il y a cette diversité. Cet élément en béton permet l'infiltration de l'eau entre les éléments. Et puis, il y a eu un événement comme Pascal les aime, c'est-à-dire une espèce de coïncidence totalement inattendue. Il a fait ce projet, il l'a présenté, et le propriétaire est arrivé en disant « mais c'est génial ». Alors, il l'a regardé en disant « oui, c'est génial ouais. ». C'est exactement la marque des traces que laisse un char quand il passe dans un terrain. Et lui était un ancien commandant de char. Et donc, il a retrouvé son activité personnelle, ou plutôt sa passion, dans son jardin. Et ce genre de coïncidence, Pascal les adorait. Il a fait un jardin à Lyon. Et à un moment, il voulait y mettre des moutons. Et en regardant le plan, il s'est aperçu que la station de bus la plus proche s'appelait Mouton, pour des raisons absolument incompréhensibles. Donc, il adorait ce genre de choses.
Le parking de Bonnel. C'est le parking de Bonnel. Le parking de Bonnel. Alors il a fait ça avec Lionel Guibert, avec qui il a travaillé pendant longtemps. Je crois que c'est intéressant parce que c'est une approche, je citerai la phrase, il n'y a pas de lieu, souvent on entend à la télévision quand il se passe quelque chose, un lieu où il ne se passe jamais rien. Pour lui, il n'y avait pas de lieu où il ne se passe jamais rien. C'est-à-dire qu'un lieu supportait toujours quelque chose, même si effectivement ce n'était pas médiatisé, il y avait toujours des vies qui existaient. Et il y a des images suivantes. Et il a essayé de faire un espace avec Lionel qui soit un parking, mais qui puisse accueillir d'autres activités. D'abord, quand il est un parking et qu'il n'y a pas de voiture, il n'est pas un espace inutile, vain, il y a un dessin, il y a quelque chose, il pourrait être suffisant comme ça. Il accueille des voitures, mais il accueille aussi d'autres activités. Je crois qu'après, il y a des... Voilà, donc là, il accueille les voitures, mais il accueille... Ensuite, on s'est aperçu qu'il était très pratique pour accueillir d'autres activités, bien que ce ne soit pas forcément dans le cahier des charges du début. Vas-y. Bora. Alors, Bora Bora. Bora. T'es allé à Bora, toi? Moi, je suis allé à Bora. T'es allé à Bora? Moi, j'y suis allé, mais je n'avais pas le droit d'aller à Bora. Non, mais ça, c'est une parenthèse. C'est-à-dire que dans le même temps, je faisais une étude urbaine sur la ville de Papeete, mais elle n'est pas dans ce montage. Donc, Bora, si tu y allais, vas-y. C'est à la fois, bon, il y a un côté, là, il faut pas être méchant, mais il y a un côté fascination de la jet set, quoi. Il était quand même, il aimait beaucoup, hein, tout en ayant un petit côté dédaigneux. Il revenait quand même en disant « J'ai dîné avec Naomi Campbell ». Voilà. Qu'est-ce qui est dans la femme de Mick Jagger aussi à une époque, Bianca Jagger. Voilà. Alors, c'est le projet anti-écologique total. C'est-à-dire que là, il faut quand même reconnaître qu'il a fait fort, c'est-à-dire qu'il a été chercher tous ces cocotiers ailleurs, il les a déplacés, il les a replantés, tout est artificiel. Mais je crois que ce qui le fascinait aussi, c'était de le faire. C'est-à-dire les engins de chantier le fascinaient. Quand il voyait la puissance et la force, alors là, il n'a pas d'énormes engins de chantier, mais il les a fabriqués sur place. Il a tout fait pour déplacer ces cocotiers, les replanter. Bon, les images après sont vraiment très belles. Tu peux continuer, vas-y. Voilà. Il y a vraiment une ambiance extraordinaire, magnifique. Il était perplexe aussi sur la pérennité, et il avait raison, puisque je crois que tout a disparu sous l'effet d'une tornade. Voilà. Alors, vous voyez l'ambiance qui est tout à fait merveilleuse. Avec ce côté, moi, qui me paraît être très fort, très puissant, c'est qu'on n'a pas peur de faire une idée et d'aller jusqu'au bout de cette idée. Il y avait 900 cocotiers, je crois. Oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire qu'on dit « Oh oui, mais je mettrais peut-être une haie de ce côté-là. Oh oui, mais là, peut-être qu'un petit massif de fleurs, ça ferait mieux. » Non, quand l'idée est là, c'est avec la force, la totalité de l'idée qui est appliquée. Alors la suite, on a quelques images, je crois, de ce qui s'est passé. Enfin, on n'a pas d'image quand il ne reste plus rien, mais on a des images où la mer monte un peu plus haut. Enfin, évidemment, une lumière magnifique. Alors, une lumière magnifique, pourquoi cette lumière est si belle? Parce que tout simplement, on est dans un lagon, et les lagons sont... les lagons sont... Je reviens sur la lumière, alors. Oui. Les lagons sont très calmes et reflètent très bien l'eau, donc la lumière arrive du bas. Et du haut et du bas. Exactement comme quand on fait une photo, on met un réflecteur pour avoir la lumière dans le sens principal, mais en réfléchir une autre partie dans l'autre sens. Voilà, on a une image en haut à gauche, en petit, et à droite, de l'évolution du lieu. Là, c'est en pleine tempête. Enfin, peut-être pas la tornade la plus forte, parce que sinon on ne tient pas, et il faut s'accrocher au cocotier qui lui-même arraché, donc ça ne sert pas à grand-chose. Surtout que tout est planté sur des détritus coralliques, donc c'est vraiment des sols qui sans arrêt bougent. Et pour installer les cocotiers qui ont été aubanés, il y a plus de sol. Enfin, il y a un ancrage de mode n'est pas évident, donc on les aubane pratiquement les uns aux autres et dans de la terre à ces meubles finalement, enfin, du sable à ces meubles. Donc ce sont des paris à long terme. Alors ça a très bien tenu pendant très longtemps. Et vous voyez le sable là au pied, mais Pascal me disait, bon, il faut qu'on aille faire une étude sur les golfs aux États-Unis pour savoir quelle est l'herbe qui tient le mieux sur ce genre de sable. Alors je dis, ouais, super, ok, allons-y. On n'y allait pas, on pouvait quand même téléphoner et se renseigner par d'autres façons, ce qui était dommage.
pour chercher le meilleur kikuyu qui à la fois n'abîme pas le pied, à la fois tient avec ses longues racines le sable ou pas. Et puis des massifs de fougères comme ça qui viennent créer tous les passages. Parce qu'en fait, sur le Motu, qui était cette petite île, il y avait plein de petites constructions. Ce n'est pas des grosses constructions, c'est plusieurs petites constructions, dont la maison de maître. Et à côté de la maison de maître, il y a la maison cuisine, et puis il y a des maisons chambres, et puis des intendances, et puis des petits lieux pour les domestiques, et puis pour tout ça. Et en fait, les invités du maître de maison circulent, et les domestiques circulent. Et donc il y a plein de petits chemins qui sont derrière des très beaux massifs de fougères, et tout a l'air calme et paisible, alors que c'est assez grouillant d'activité quand les gens viennent. Et puis après, ça retombe. Il y a juste quelques personnes qui entretiennent. Et la chose qui tenait, ça c'est de l'anecdote, c'est ce Motu appartenait à Paul-Émile Victor et avait été racheté donc après sa mort par le client. Et la seule chose qui tenait vraiment solidement, c'était le ponton, parce que normalement les pontons volent avec toutes les autres petites constructions à chaque tornade. Mais là, c'était l'armée française qui avait construit le ponton pour François Mitterrand quand il était venu rendre visite à Paul-Émile Victor. Et donc c'était la seule chose qui tenait dans le paysage, c'était le ponton très solide de l'armée. Alors, Mairie. Non, c'est Chassieux-Miplaine. Allez, vas-y. Alors là, on change complètement d'ambiance, une ambiance qu'il aimait aussi beaucoup. On est en zone industrielle. Il a beaucoup travaillé dans les zones industrielles lyonnaises. Et là, on est devant un bassin de décantation qu'il a aménagé et qu'il a surtout paysagé de façon très brute et très simple. Il aimait énormément, je vais peut-être passer la suivante, il y en a peut-être une ou deux. Ouais. Il aimait beaucoup les zones industrielles, il aimait beaucoup ces espaces-là. Pardon ? On dirait l'Afrique. On ne se croirait pas du tout à Lyon. Là. Ah ben oui, on est dans l'ouest, dans l'est lyonnais. Il aimait les zones industrielles pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est les grandes dimensions, c'est des choses très fortes. Comme je disais toujours, tu peux tourner pour ne pas ennuyer les gens. Je pense qu'il faut qu'on avance un petit peu. Oui, il faut. Il aimait les engins, il aimait les camions, il aimait ce qui était fort. Deuxièmement, les zones industrielles, c'était des zones de reconquête, c'est-à-dire qu'en général, elles étaient abandonnées, il fallait refaire quelque chose là-dessus. Et la troisième chose, c'est qu'il avait bien compris que la zone industrielle, son problème, c'est non pas qu'elle soit belle, tout ça, que les gens vivent bien, mais de limiter son expansion. Donc toute sa réflexion sur la limite, le moment où les choses s'arrêtent, s'appliquait dans ces zones industrielles. Les zones industrielles ont aussi pour lui une grande qualité parce que c'est très brut. C'est-à-dire que quand on analyse, on n'est pas perturbé par d'autres phénomènes. En ville, vous avez une superposition de choses très très différentes. Dans la zone industrielle, il n'y a vraiment qu'une activité, une brutalité et un rapport aux gens qui est de même type, c'est-à-dire on peut très facilement avoir accès à leur avis et les écouter. Alors là... c'est V. Peut-être on avance un peu plus... Bon, le donjon V, qui est un de ces jardins très connus et facilement accessible et encore ouvert à la visite. Donc là, on peut peut-être passer plus rapidement parce que c'est plus connu. Alors, oui. V, il a inventé plus ou moins... Enfin, non, pardon. V... Ce qui est intéressant, c'est évidemment la dimension artistique. Il y a des artistes qui sont intervenus et lui-même, avant que les artistes n'interviennent, a eu une démarche très artistique. Ce que j'entends par démarche artistique, c'est qu'il n'a pas fait un jardin qui couvre l'ensemble des surfaces, mais il a fait comme des tableaux, c'est là les iris, le grand espace en longueur, des tableaux qui sont posés sur le sol avec, entre les tableaux, eh bien, tout simplement de la pelouse qui est soigneuse, mais ce sont vraiment des œuvres d'art qui sont posées les unes à côté des autres. Et ce principe, il l'a spontanément inventé et il l'a ensuite développé très fortement, par exemple à Mairie, où il a séparé chacune de ces œuvres d'art et que l'on cheminait comme dans un musée d'une œuvre d'art à une autre œuvre d'art. On voit aussi la simplicité, comme je vous disais, il n'a pas besoin d'une surabondance de choses. À partir du moment où il a trouvé la bonne plante, le bon objet et la bonne disposition, il n'a pas la nécessité d'en rajouter. Ce qui était intéressant à V, et c'est pour ça que ça correspond bien, c'est que du fait des bâtiments anciens, il y a de multiples cadrages, de multiples façons de voir le jardin, ce qui fait que ce qui peut paraître relativement simple comme ça en première approche
s'avère à travers les différentes vues d'une grande complexité et d'une grande richesse. Bon, les œuvres d'art, il a toujours été très proche des artistes, très fasciné par les artistes. Fondamentalement, Pascal était un artiste, mais il refusait sa condition d'artiste pour des raisons qu'il faudrait expliquer, mais que nous n'avons pas le temps pour le moment d'exposer. C'est pour ça qu'il aimait aussi énormément que ses projets soient justifiés. C'est-à-dire que par rapport à la procédure classique, c'est-à-dire une analyse, de l'analyse on fait des enjeux, après les enjeux on fait le projet, lui il avait une procédure complètement différente. C'est-à-dire qu'il avait d'abord une intuition, il avait d'abord quelque chose qu'il évoquait, ça pouvait être une porte, ça pouvait être une feuille, ça pouvait être tout à l'heure les racines dont tu parlais. On n'a pas parlé de l'exposition du Siva, mais ça serait intéressant pour montrer aussi ce que c'est que son intuition. Ensuite, son intuition lui permettait de développer un projet, et ce qui était très important, il y avait la phase de vérification, c'est-à-dire qu'il retournait sur place pour s'assurer que tout était exactement, tout correspondait, que ce qu'il avait imaginé à travers lui-même s'adaptait bien au terrain. Il y avait une espèce de contrôle qualité, et certainement chez Boeing, il serait aujourd'hui très recherché. Et puis il y avait la dernière phase, qui lui était une phase qui était superflue pour lui, mais il savait que c'était nécessaire, c'est la phase de justification. Donc là, il disait à un de ses collaborateurs, assieds-toi, écris et explique-moi pourquoi j'ai fait ce projet. Alors il fallait le faire. C'est plus compliqué que ça, parce que il se trouve que j'ai quand même travaillé avec lui aussi pendant une quinzaine d'années. Et le problème de Pascal, c'est que moi, il avait quand même une dimension autiste. Il allait sur le terrain, il se promenait à toute heure du jour et de la nuit, et tout d'un coup, il disait « Ah, je sais ce que je vais faire ». Et il l'avait dans la tête. Mais le problème de Pascal, c'est qu'il n'écrivait pas et qu'il dessinait peu, à minima. Et donc, il y avait toute une phase, entre autres quand il y avait des concours, parce que les concours, il faut quand même communiquer avec et rendre quelque chose, où il fallait accoucher Pascal, que ça ennuyait violemment, parce qu'il dit « Mais pourquoi tu commences par le commencement et puis tu finis par la fin ?» Parce qu'il voulait que dans sa tête tout se passait en même temps, c'est-à-dire le sol, ce qu'on allait planter, etc. Tout était en même temps et parallèle, alors que quand vous écrivez, vous commencez en haut à gauche et puis vous continuez comme ça. Alors à un moment, j'avais commencé par lui écrire par colonne et par problématique, tout sur le même plan horizontal, pour qu'il ait cette espèce de vision communicable, pour montrer que tout se passait en même temps et qu'il n'y avait pas de moments successifs dans le processus de création. Et ça, c'était un exercice tout à fait passionnant, parce qu'il avait cette espèce d'immédiateté de la vision où il voulait arriver, même si petit à petit des choses pouvaient évoluer. Et il y avait tout ce temps de nécessaire communication qui, pour lui, était souvent quelque chose d'un peu inutile, il faut dire. Donc il y a fait des moments où on s'est quand même pas mal engueulé, simplement parce que c'était une mise en écriture qui ne correspondait pas forcément à ce qu'il voulait, et il fallait recommencer, mais en même temps, moi ça m'a appris énormément, et ça m'a surtout appris à voir l'histoire différemment, parce que je me disais toujours, mais pourquoi effectivement le nôtre, ou je ne sais pas qui, au XVIIIe siècle, n'avait pas cette même vision, alors que les historiens reconstituent quelque chose qui raconte une histoire. Et c'était une autre manière de raconter l'histoire de ce lieu, de ce jardin, de cet endroit où il travaillait. Je rebondis, tu parlais de la façon dont il écrivait, parce qu'il écrivait quand même. Oui. Et ce qu'il aimait, c'était la phrase unique qui contienne tout et qui soit sans une ponctuation, sans rien. C'est-à-dire, comme tu le disais, c'est une vague, c'est un tsunami, c'est pas du tout une pensée évolutive. C'est quelque chose qui arrive d'un bloc, on tire une chasse d'eau, et bien tout part d'un coup. Non, peut-être là, c'est pas une bonne comparaison, excusez-moi. Enfin, on va peut-être en trouver une autre. C'est quand même très intéressant. Alors, je pense que ça reproduit bien sa pensée même de la société. C'est-à-dire que la société est un tout, chacun est à sa place, mais il n'y a pas de place privilégiée. Il ne devrait pas y avoir de place privilégiée dans sa tête. C'est-à-dire qu'il n'était pas un révolutionnaire, il ne contestait pas la société. Ce qu'il contestait, c'est que certains ne soient pas à la place qu'ils méritent, c'est-à-dire que toutes les places devraient être égales.
Et chacun devrait, que ce soit le boucher ou le polytechnicien, avoir la même considération et la même place dans la société. Il y avait quand même des idées arrêtées parce qu'il était contre l'héritage. Si vous vous souvenez bien. Donc il y avait quand même des opinions. Il en a pourtant laissé un beau. Il a laissé un bel héritage pourtant, mais bon. Et alors, je reviens sur la façon dont Monique a couché les idées de Pascal, mais tout le monde. C'est-à-dire que même, et ça se retrouve dans son livre, puisqu'il a eu cette intelligence de demander à tout le monde de participer et d'écrire qui les légendes, qui un bout de texte, qui, parce qu'il le connaissait bien, cette façon de raccommoder les sauces, comme a écrit Sybille Vincendon, et à chaque fois, les petits textes montrent la pluralité de ses approches, parce que la façon dont il allait chercher les écritures chez tous ceux qui étaient capables d'écrire quelque chose. Alors là, je vous ai pendant ce temps montré les photos de Woolton House en Angleterre, une commande privée où on voit en haut sur cette image le lieu de départ, donc un assez grand jardin clos de mur avec un assez grand potager clos de mur à côté et un petit bassin intérieur. Et ça, c'est pour moi le symbole absolu de son rapport à l'histoire. L'histoire, elle compte. C'est un jardin victorien, une roseraie, et vous voyez ce coup de génie, enfin, à mon avis, c'est quand même de ces merveilleuses idées. Il a inondé le bassin 19e en le mettant dans un second bassin contemporain, avec un léger décalage de l'eau qui bouge très subtilement. Et donc, on a cette manière dont il a la façon d'intégrer le temps historique, mais en faisant radicalement autre chose qui est sa pensée profonde. Et pour moi, c'est un très très beau symbole de son rapport à des lieux qui existent déjà, mais qu'il fait continuer à exister dans son temps à lui. Alors, ce dessin, c'est une des qualités de Pascal, c'est de la finesse qu'il a pour comprendre la taille et l'intérêt des choses. C'est-à-dire que là, et beaucoup de gens l'ont dit, quand on lui présentait diverses choses, il savait tout de suite choisir quel était le bon projet, quelle était la bonne situation. Et il ne se perdait pas. Alors, l'inspiration, bon là, elle est claire, il était en Inde, il a vu ce genre de bassin, on en trouve en Inde qui font exactement ça. Mais il a bien compris que c'était là qu'il fallait le placer, que c'était le bon moment. Et il a eu un rapport à l'échelle que je trouve intéressant parce que c'est la bonne échelle, c'est parfait et c'est un tout petit peu décalé. C'est-à-dire que je suis sûr qu'on aurait demandé à plein de gens, ils n'auraient pas dessiné tout à fait la même proportion. Il décale un peu les proportions, il les exagère dans un sens ou dans un autre pour ne pas faire quelque chose qui soit statique, mais toujours quelque chose qui soit dynamique. Et les rosiers poussent y compris dans les joints des dalles. Alors l'avantage de ce jardin, je crois qu'il est très bien entretenu, oui. Il est dans un état magnifique, il y a des jardiniers qui s'en occupent, ça reste une mémoire de Pascal vivante aujourd'hui. Alors, Montana. Montana, c'est toi. C'est toi qui connais le mieux quand même. Non, on a sélectionné le Montana, mais je demande à mes amis de me corriger parce qu'ils connaissent ça beaucoup mieux que moi. Mais on avait choisi le Montana pour parler de cette perception exceptionnelle. C'est un peu ce qu'évoquait Patrick sur la notion d'emplacement et de dimension. Pascal avait aussi, et en cela je pense que cette admiration pour le nôtre rejoint cette approche, il avait une façon de juger l'espace, la hauteur, le différentiel entre un niveau et l'autre d'une façon absolument exceptionnelle. Et la légende, est-ce une légende? Daphné va pouvoir nous le dire, dit que donc, ce projet au Montana absolument gigantesque, je ne sais plus combien de dizaines ou de centaines d'hectares ça représentait. Le ranch est sur 35 000 hectares, mais oui, milliers d'hectares. C'est dans les Rocheuses, donc les vaches partent en transhumance dans les 2000 têtes de bétail partent en transhumance dans les montagnes, et il y a la partie ranch pour l'hiver, pour les villages, etc., qui est beaucoup plus restreinte. On ne parle que de centaines d'hectares, donc, et qui est au pied des Rocheuses, sur ce qui paraît être un replat au pied des Rocheuses. En fait, c'est une étape, parce que le village de Dillon est encore plus bas, mais ça paraît assez grand et plat, et puis c'est des champs immenses, arrosés avec des arroseurs immenses. Donc,
tout est une dimension absolument incroyable. Et il y a l'horizon et ces montagnes qui, du coup, ne paraissent pas très grandes. Elles ne paraissent pas très hautes, mais elles sont en fait très loin et relativement hautes. On les voit là, à l'horizon. La question de l'eau aussi, très importante. Hein, il y a la question de l'eau, et puis la question de ne pas se mettre en concurrence avec ce paysage grandiose des rocheuses, des montagnes rocheuses qui entourent tout le ranch. Et donc, l'énorme barn, enfin, bâtiment qui est demandé, qui fait 300 mètres de long, donc vous savez tous en logistique, quand vous voyez des bâtiments de 300 mètres de long en région parisienne, c'est des choses immenses avec 40 camions à cul, etc. Là, on demandait un énorme manège avec des écuries sur le côté de 300 mètres de long et qu'il fallait intégrer dans le paysage. Donc en fait, on a raboté, la route a été rabotée pour descendre et pour que tout l'immense barn se trouve tout petit comme ça, avec un rapport d'échelle aux montagnes qui paraissent pas du tout une chose gigantesque dans le paysage, mais tout à fait humble, alors que c'est quelque chose de gigantesque. Et on dit qu'apparemment, à la fin du projet, il aurait vu le barn depuis les hauteurs des montagnes et aurait dit « tout est foutu, il faut tout refaire, la barn est 2 cm. » Ouais, c'est ça. Alors, on va... Bon, alors ça, on va aller très rapidement, mais Pascal était un ancien coureur automobile, et cette notion de distance, il l'a peut-être acquise justement à travers cette activité sportive, c'est-à-dire qu'il est très important de savoir, quand on fait de la course automobile, où on se situe par rapport à son concurrent, le circuit, et ainsi de suite. Et ça pose même le problème de la réalité dans l'enseignement paysager d'une pratique sportive de distance. C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait, au minimum, dans l'apprentissage du paysagiste, dire vous faites un sport, peu importe, faites du 100 mètres, faites, pour avoir cette notion de distance réelle et concrète et qu'on la sente. Lui, il la sentait profondément. Il avait un rapport aussi, à travers son engin, à l'enrobé, au sol, aux choses qui fument, qui aujourd'hui nous paraissent peut-être un peu moins écologistes. Et peut-être aussi à la perception d'un paysage qui défile rapidement, qui était aussi une pratique de Pascal, qui était assez unique quand on vivait ça. Là-dessus, Pascal ne fait... Enfin, non, je te prends le pas. Non, vas-y, je t'en prie, car tu as défini toi-même 2 termes que je cite, la kinémalogie et la xoréologie, que je te laisse le soin d'expliciter à notre audience. Oui, ça c'est à la base, c'était la dromologie qui a eu sa période un peu de succès. C'était l'influence de la vitesse sur nos comportements. Lui, c'était plus la notion de déplacement, qu'est-ce qu'on fait quand on avance, qu'est-ce qu'on voit quand on avance. Et il était très attentif à ça, et en particulier que l'on ne voit pas la même chose dans un sens et dans un autre. C'est-à-dire que parcourir un chemin de A vers B, ça ne doit pas du tout être la même chose que de B vers A. On doit donner des impressions différentes. Et il était toujours hyper rapide dans les choses. Il fallait le voir dans un musée. Dans un musée, il battait le record du tour systématiquement et il disait « j'ai tout vu ». Alors qu'évidemment, nous, on était toujours à la première toile en se demandant qui avait peint ça. Mais bon, c'était ce rapport à la vitesse, mais ce rapport aussi à l'avancement. Tous les projets qu'il fait, ce sont des projets qu'il fait, comme disait Monique, en marchant. Il avançait systématiquement. Il était assez rare, si ce n'est pour faire la photo, qu'il soit complètement immobile sur un point de vue. C'était toujours dynamique. Là, c'est encore le Montana qui revient. Oui, le Montana est revenu avec l'abreuvoir pour les chevaux, le grand barn. Alors, en même temps, c'était un paysage assez incroyable, parce qu'il y avait des sources d'eau chaude qui étaient à 17 degrés toute l'année, et qui donc l'hiver fument et elles sont soufrées. Voilà. Et puis un paysage assez aride en même temps, puisque vous voyez la végétation sous la neige en dessous, c'est pas luxuriant. Et il y avait un grand canal qui apportait l'eau, qui distribuait l'eau en fait aux différents ranchs. Donc là on voit le grand canal qui bénéficiait à ce ranch, qui apportait de l'eau à d'autres ranchs, et puis les sources d'eau chaude et la façon dont ça gelait sans geler complètement l'hiver. Et donc les vaches qui revenaient au ranch pour l'hiver s'abreuvaient tout le temps dans les sources d'eau soufrées et elles étaient en parfaite santé grâce à ce soufre. Alors là, c'est un petit projet, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas dans le livre, celui-là, non? Si, il est dans le livre. Bon, c'est un petit projet des bassins de décantation, des bassins d'épuration.
Et le rapport à l'histoire aussi est très clair, c'est que Pascal s'est logé dans un espace existant. Il a trouvé les triangles qui étaient nécessaires pour qu'il y ait ces bassins d'épuration, et il s'est logé dedans. Je crois que techniquement, il y a eu quelques soucis, mais en tout cas, esthétiquement, ça reste très très beau. Il a utilisé clairement, alors là on est à l'extérieur, la photo c'est simplement pour vous expliquer qu'on est... Oui. Non, mais je crois, vas-y. Non, qu'on est à l'extérieur, que d'une certaine façon il y a une certaine dureté, une certaine sécheresse des choses, et qu'au contraire il y a un havre, alors que c'est un bassin normalement pour traiter des eaux usées et des eaux sales. La vallée de la chimie, bon, on a parlé un peu tout à l'heure à travers Chassieux-Miplaine, c'était quand même aussi un domaine qui lui plaisait énormément. Il a imaginé ce qu'il a appelé des plantations d'opportunités, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la possibilité dans ces lieux-là de définir, et c'est ce qu'essayaient de faire beaucoup de paysagistes avant, de définir des grandes structures. Alors on va faire un grand alignement, puis on s'aperçoit qu'il y a 2 pipelines qui passent là, une interdiction, une sphère qui va exploser, et ainsi de suite. Et donc il est arrivé à dire, ben non, il faut faire le contraire, on va prendre le plan, on va déterminer là où on peut, et là on essaie de trouver l'essence qui correspond, et on plante uniquement comme ça, en parcellisant l'espace de végétation. Ça, c'était aussi l'idée des fastigiers. Alors, l'idée des fastigiers dans les zones industrielles, pour une fois, je dirais, c'est assez étonnant. Pour une fois, il y a un vrai raisonnement. C'est-à-dire que dès qu'on plante un arbre, on emmerde tout le monde, parce que le camion ne peut pas passer, parce qu'il n'y a pas la vue. Et donc, il a dit, le seul arbre qui correspond bien, c'est le fastigier, parce qu'évidemment, il prend peu de place, il est très en hauteur, et on va généraliser la plantation de fastigiers sur l'ensemble des zones industrielles lyonnaises. Alors, l'Archamp. L'Archamp. On l'a déjà évoqué, les marais de l'Archamp, donc, qui ont été redécouverts, redrainés, le travail des moines du Moyen-Âge qui déjà drainait cet endroit a été retrouvé, remis en état. Donc on voit là les 2 photos aériennes avant-après. Et là, ce que Pascal a fait, c'est réouvrir ces grands canaux. Oui, là il a refait le canal pour avoir il a fait l'avancée aussi là. Cette avancée pour qu'on puisse s'avancer dans l'eau et qu'on ait la vue sur la basilique voilà, de l'Archamp. Alors un point, pardon, qu'on évoque, il était aussi assez en colère contre les demandes qui étaient faites par les maîtrises d'ouvrage pour les paysagistes de donner des projets de moins de 2 ans ou de moins d'1 an. Il disait mais enfin un projet paysagiste, c'est pas au bout d'1 an qu'on peut le juger, même de 3 ans, c'est au bout de 10 ou 20 ans. Et là, il a fait ce projet-là relativement jeune et il a eu le plaisir, j'allais dire, de le voir dans son épanouissement total. Et ce projet, il le présentait régulièrement alors qu'il était hors catégorie ou hors norme, puisque toujours c'était un projet de plus de 3 ou 4 ans. C'est-à-dire que c'est la plantation de tous ces peupliers sur les berges, pour tenir les berges et faire des chemins qui puissent être circulables par les tracteurs au milieu. Donc on était extrait tous les racines de l'exposition Les racines ont des feuilles, parce qu'il y avait des endroits régulièrement inondés, parce que c'est un marais. Et ça, un côté sauvage que malgré tout il admirait infiniment et qu'il a souhaité conserver dans le projet, avec ses touradons, avec ses souches d'aulnes, etc., pour lesquelles il avait une grande fascination. Alors, il faut dire que le lieu n'était pas facile parce que le niveau d'eau change, monte et descend selon des cycles d'ailleurs assez longs et pour le moment non expliqués encore. Donc il était assez difficile d'intervenir. Il est intervenu près de la maison de façon plus banale, je dirais. Et ça reprend aussi finalement son triptyque auquel il réfléchissait beaucoup, nature, jardin, paysage, puisque dans cet espace quand même très paysager, il y a cette espèce d'enclos de nature qui, même si les termes sont antinomiques, mais en tout cas cette présence des phénomènes naturels qui est très forte. Alors Moissy, là c'est un projet d'urbanisme vraiment passionnant parce qu'il a su innover complètement contre son époque. C'était une époque encore où on fait une gare, près de la gare on met le parking, les gens montent dans leur voiture et rentrent chez eux. Et puis derrière, éventuellement, s'il reste un peu de place, on fait un bout de jardin pour dire qu'on fait du vert. Et lui, il a su convaincre pour inverser, en disant je mets le jardin au plus près de la gare et le parking je le mets plus loin et les gens marcheront pour aller jusqu'à leur voiture et ceux qui rentrent à pied seront privilégiés. Dans la photo suivante.
Alors ça c'est tout à fait intéressant parce qu'il a inventé quelque chose qui va se généraliser dans les années prochaines dans nos villes, c'est qu'il a gardé les 2 trottoirs, mais la chaussée au milieu, il l'a perméabilisée. Les gens, les voitures peuvent rouler éventuellement, il n'y en a pas là en l'occurrence, mais il ne garde que l'essentiel en étanchéification et il perméabilise le maximum de surface en supprimant la chaussée centrale et en la remplaçant par un espace perméable. C'est toujours Moissy-Cramayel avec la gare. Il était un peu mal à l'aise avec la vitesse des trains parce qu'effectivement, quand le train passe là, le TGV passe là, on ne voit pas son projet très longtemps. Alors, Saint-Ouen, un concours qu'il n'a malheureusement pas gagné. Et tout le monde est à peu près d'accord pour dire que ce concours était nettement, cette proposition était nettement supérieure à celle qui a gagné. On a dit ensuite qu'il avait été un peu grévé par le fait qu'il a fait trop de jardins privés, qu'il avait une image de comtesse et de jardin privé qui ne correspondait pas à la ville de Saint-Ouen. Mais ce n'est pas pour ça que cette image est là, c'est pour montrer comment il arrivait à réagir. C'est-à-dire qu'à un moment, dans le concours, alors que ce n'était pas prévu, je crois, au début, on se retrouve avec des mètres cubes et des mètres cubes de terre dont on ne sait que faire. Et lui, il dit, bah, c'est très simple, on va changer le projet. Parce qu'il n'hésitait pas à changer le projet très fréquemment s'il y avait un problème. Et il a fait des buts. Sur les buts, il a placé des bassins qui servaient d'ailleurs, alors là, il fallait les pomper quand même, qui servaient à stocker l'eau et qui permettaient de résoudre le problème, d'intégrer les terres au projet, tout en ayant un jardin agréable. Il est à noter qu'il y a aussi tout un vocabulaire qui m'a toujours un peu étonné. Il y avait toujours des pompinettes. Il avait des pompinettes pour monter l'eau. Il faisait des bouboules. Il y avait des bouboules un peu partout. Bon, il y a un vocabulaire de paysagiste peut-être. C'est pour ne pas faire peur. C'est une grosse pompe à 17 000 €. Tu fais peur. Une petite pompe. Oui, c'est ça. C'est une pompinette. Oui, oui. On va acheter chez le roi Merlin le samedi après-midi. L'île Faubourg d'Arras. L'île Faubourg d'Arras, peut-être vous dire que ces photos ont été faites il y a très peu de temps. Donc c'est un projet tel qu'on découvre aujourd'hui sur ces photos, tel que Pascal n'a pas pu le voir. Et c'est l'occasion de remercier à Marc Chaumeil aussi qui a réalisé ces photos qu'on vous présente aujourd'hui. Alors il y a toujours un peu la même réflexion que ce que l'on a vu à Ramon, c'est-à-dire que la rambarde béton, c'est un élément. Il y en a 2 ou 3, je ne me rappelle plus, et cet élément, il les place, il les retourne, il en fait des successions pour avoir une diversité. Oui, mais c'est aussi des sièges. Le jardin monte sur le toit de l'immeuble. Oui. Oui, ça monte sur le toit de la médiathèque. Il monte sur le toit de la médiathèque comme le... Et du coup, la rambarde est aussi un siège, enfin une multitude, un long siège, et des occasions de faire du roller dans du skate ou je ne sais pas quoi. Là, on est sur le toit de la médiathèque. Non? Oui. Sur la colline. Il y a des emplacements, des plateformes comme ça pour que les gens puissent passer un moment, s'installer. C'est Anne-Sophie. Anne-Sophie, tu avais travaillé sur l'île Faubourg d'Arras. Ah. Là, je découvre les images. Bon, je ne sais pas du tout. Antibes, peut-être rapidement, parce que je crois qu'on est en train de déborder un tout petit peu sur le temps qui nous était imparti. Antibes est gigantesque projet donc à Antibes, qui a impliqué d'ailleurs, comme vous le voyez sur cette photo, de demander à un propriétaire de détruire quelques bâtiments qui étaient présents sur la partie du terrain qui était en constructible, et des piscines, pour les transformer en réservoirs d'eau. Toujours cette idée à la fois du vent, on va en reparler dans une minute, mais aussi de l'eau. Et donc, Pascal fait détruire ces maisons pour les remplacer par des lieux, des piscines, pour les transformer en réservoirs de stockage, dont certains sont absolument magnifiés. Alors là, c'est un travail qu'il a fait avec François Macquart-Moulin, qui est naturaliste, botaniste, qui l'a beaucoup aidé sur la définition botanique du lieu, un lieu en bord de mer. Donc, vous retrouvez, vous allez voir sur les images qui suivent, les pins que Pascal a énormément élagués. Alors là, vous êtes dans un de ces réservoirs
que Pascal a voulu rendre ouvert à la visite en quelque sorte. Donc vous pouvez pénétrer à l'intérieur et à travers un jeu de cubes, voilà, de verre, les rayons lumineux traversent la profondeur de l'eau et vous donnent, un peu à l'image d'une grotte, pourrait-on le dire, une sensation assez extraordinaire. On ne pouvait pas s'y baigner dans celui-là? Ça, je ne sais pas. Non, non. C'était pas s'y baigner. Voilà, et puis évidemment des points lumineux qui changent en fonction de la course du soleil, donc quelque chose d'assez sophistiqué et sublime. Voilà, cette idée des dalles, alors qui sont pareillement en fait moulées sous le même format, mais que Pascal va installer dans des orientations différentes, dessus, dessous, à gauche, à droite, pour créer, comme le disait Patrick tout à l'heure, cette idée de l'irrégularité, même si la forme d'origine est régulière. Et sous ces dalles, il y avait donc une couche perméable qui permettait de drainer l'eau directement dans les réservoirs que je citais. Et là, vous avez une quantité de plantes méditerranéennes assez extraordinaire. Le jardin est qualifié de jardin botanique parce que grâce à ce travail avec François Macarmoulin, il a pu enrichir énormément la gamme végétale. Mais je dirais que c'est un jardin qui est appelé botanique, mais qui est aussi un jardin horticole. C'est-à-dire que c'est un jardin dans lequel Pascal va vraiment développer tout ce qu'il aime chez les plantes horticoles, c'est-à-dire des teintes de bleu d'une diversité extraordinaire, les acacias mauves, les jaunes, des verts très différents, le noir des éoniums. Donc c'est vraiment un jardin, je dirais, botanico-horticole, mais qui a une ampleur peut-être la plus importante dans tout ce que Pascal a pu faire. C'était son obsession aussi de gérer les pluies d'orage, ce qui était la même chose à Aramon, parce que vous savez qu'Aramon a été inondé, il y a eu des morts il y a quelques années, et il avait vérifié que lui, il n'y avait pas eu de dégâts du tout, donc il était aussi très... on a parlé de certaines obsessions liées à l'écologie, mais c'est vrai que dans ces climats méditerranéens exposés à ces orages extrêmement catastrophiques qu'on voit se multiplier, etc., il avait essayé de trouver des solutions, et là c'était une solution aussi de ces dalles qui permettaient de récupérer toute cette masse d'eau qui arrivait d'un seul coup, et il était très attentif à tous ces aspects dans le projet même. Voilà, la violence des éléments faisait vraiment partie de ce qu'il appelait sa détestation de la nature. Hein. Les éruptions volcaniques, etc. Pour lui, il y avait toujours ce côté imprévisible et chaotique dans sa conception, ou en tout cas son analyse de ce qu'était la nature. Mais tout était fascinant dans ce paysage, parce que les grands pins, justement, qui étaient en bord de mer, les pins d'Alep, commençaient à dépérir parce que les embruns contre lesquels ils sont naturellement protégés par leur couche de cire sur les aiguilles, les embruns de la mer Méditerranée commençaient à être tellement pollués de détergents ou de choses qui agressaient la pellicule de cire et qui, du coup, faisaient que le sel et les polluants rentraient dans les arbres. Donc les arbres commençaient à dépérir et vraiment, l'idée était de les garder. Je crois qu'il a même fait déposer sur les pins une couche de cire, enfin il a reconstitué en quelque sorte la couche de cire des aiguilles de pin pour le projet. Avec des moult recherches, c'est-à-dire que c'était vraiment, il lançait les clients en fait dans des projets d'énorme ampleur, qui étaient des clients qui déjà avaient acheté 7 propriétés pour en détruire 5. Était prêt à ça, mais la beauté de ces pins faisait que c'était justifié aussi. Et donc, il ne pouvait pas traiter tout en jardin parce que c'était trop grand. Donc, il avait choisi de faire quelques allées arrosées avec les eaux de récupération et qui pouvaient de toute façon sécher. Là, il y avait un petit jardin tropical. Les allées pouvaient sécher et ça n'en restait pas moins des très belles ouvertures dans la grande prairie de ce jardin. Alors, et on termine là-dessus. Transition, voilà, pour ce jardin d'Antibes qui est jardin botanique, avec la passion que Pascal pouvait avoir pour la botanique. Pascal n'était pas un scientifique, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, le projet sur lequel j'ai vraiment travaillé avec lui, puisque la commande d'origine était éventuellement d'avoir des cours de botanique, etc., qui n'ont jamais eu lieu, mais ça s'est matérialisé sous la forme des rencontres botaniques, qui ont commencé en 2013, et qu'il a voulu, comme, encore une fois, toujours ce principe d'affinité,
d'équipes amicales, etc., comme un rassemblement de différentes spécialités. Donc dans les jardins de Varangeville, dans son jardin de Varangeville, mais aussi dans les jardins des autres, qu'il aimait aussi passionnément, Bois des Moutiers, Vasté-Rival et d'autres encore, eh bien, rassembler autour des végétaux présents dans ces jardins des expertises diverses. Et donc là, vous avez une image, c'était un moment assez extraordinaire où il avait fait appel à la Maison Chanel, qu'on remercie aussi à l'occasion, pour faire en direct et en réel devant les participants aux rencontres botaniques des extractions des parfums des fleurs. Et donc vous aviez là aussi une pompinette qui extrayait donc le parfum des fleurs, et puis ensuite les diagrammes de décomposition chimique des différents parfums. Et c'est vrai qu'il y avait un côté absolument magique dans cette espèce de jardin devenu laboratoire et lieu de curiosité. Et puis il y a aussi des documents qui ont été produits lors de ces rencontres. Il y en a eu 3, des rencontres botaniques dédiées aux écorces, des rencontres botaniques qui étaient appelées du vent dans les cultivars et la célérité des feuilles. Alors vous voyez que dans l'amour que Pascal pouvait avoir des plantes et de la botanique, c'était moins les aspects taxonomiques de description des plantes ou de morphologie des plantes que plutôt tout le côté physiologie, les parfums, les couleurs, la respiration, les stomates, les mouvements à l'intérieur des cellules. C'est vraiment ça qui l'intéressait plus que toute autre dimension de la botanique. Méry, là où encore une fois, tout ce côté physiologique des plantes a été poussé très très loin. Alors je ne vais peut-être pas évoquer la partie plus historique du lieu, et peut-être qu'on va se focaliser sur un jardin qu'il a organisé en différents bosquets. Il ne s'agit pas du jardin que vous découvrez sur les images, mais d'une autre partie du jardin. Alors un lien à l'eau, puisque c'était une commande de la L'idée, compagnie. c'était de ramener l'eau devant le château, puisque le parc historique avait évolué, et il y avait une vue sur l'Oise, alors qu'elle s'était close, et que de toute façon, il y avait une usine de traitement des eaux qui s'est venue se mettre dans la perspective. Et donc l'idée de la création de ces 2 grandes pièces d'eau, techniques en plus, liées justement à tout ce monde de la filtration, etc., était l'idée de ramener l'eau dans le jardin. Donc il pense l'histoire, qu'il renouvelle, et donc il s'inspire de l'histoire pour réinventer d'autres formes. Oui, mais c'est ça qui est passionnant. C'était aussi parce que c'était Vivendi qui était anciennement la Générale des Eaux. Oui, donc la Générale des Eaux, il s'était dit, bon, génial, j'ai la Générale des Eaux à faire. Donc toutes les eaux, il y a eu 21 formes d'eau représentées. Et donc il y avait le grand bassin en eau filtrée et l'autre bassin qui était étanchéifié. Donc les 2 bassins montraient que dans une même perspective, on avait 2 couleurs d'eau différentes et 2 qualités d'eau différentes. Et donc c'est ce qui va développer dans tout le projet de Méry-sur-Oise. Au fond, il y a l'ancienne rivière anglaise du parc à l'anglaise, et chaque bosquet va être dédié, chaque installation d'après va être dédiée à une forme d'eau. Et la forme ultime étant cette usine de nanofiltration qui était une usine expérimentale de la Générale des Eaux sur l'Oise. Donc c'était vraiment l'hommage, puisque c'était l'endroit séminaire de la Générale des Eaux. Voilà, et donc Pascal va saisir cette occasion de ces qualités d'eau et de ces natures d'eau différentes pour développer 3 bosquets. Il va développer ces bosquets avec Lionel Guibert et Patrick Blanc. Et l'idée, c'est de montrer ce que Pascal appelait l'intime du végétal, c'est-à-dire la relation que les plantes développent en fonction de la nature des eaux. Alors une eau sous forme de brume, comme vous le voyez ici, sur des structures verticales, où Pascal va installer avec Patrick Blanc et Lionel Guibert donc des plantes qui ont ce qu'on appelle des squelettes, ce que Patrick Blanc appelle un squelette hydrostatique, c'est-à-dire des plantes comme les bégonias, comme les impatiences. Vous en voyez absolument partout. Vous remarquez qu'il n'y a pas cette lignine propre aux arbres ou aux arbustes, mais plutôt une tige complètement transparente et gorgée d'eau. Et c'est grâce à cette force de l'eau qui va, disons, s'appliquer sur les cellules végétales que les plantes vont être érigées, ce qu'on appelle la turgescence. Et donc il va jouer sur cette abondance d'une eau vaporeuse. Il va en contraste jouer sur des murs avec des pierres laissées sèches, sur lesquelles des eucalyptus, des sempervivums vont venir se développer. Ça, c'est ce qu'il appelait le bosquet
de la morphologie, pour montrer comment, en fonction de la nature de l'eau, la morphologie des plantes s'adapte. Et le ruisselet. Le ruisselet, il y avait aussi voilà, les cataractes, les eaux qui dégoulinent, plus ou moins violemment d'ailleurs. Il y avait le goutte à goutte, et tout ça se passait aussi pour Pascal dans une ambiance sonore particulière. La diffusion de la vapeur, le goutte à goutte, le clapotis de l'eau qui tombe, le ruisseau, la cataracte qui évidemment va s'accompagner d'un bruit également différent. Donc vous voyez ces structures amplifiées par le passage des années et par la pousse de la végétation. Où est-ce que c'est ça? Méry-sur-Oise. En face d'Auvers, de l'autre côté de la rivière. Voilà, là un bosquet qu'il appelait le bosquet des latitudes, avec un jeu sur des forêts ombrophiles, subtropicales, comme vous le voyez au-dessus, avec des, je crois que c'était 3000 mm d'eau déversée par an, en équivalent, disons, de précipitations, avec ces arroseurs que vous voyez sur l'image supérieure, et puis une évocation de l'Arctique et des climats polaires. Alors encore une fois, totalement anti-écolo, hein, donc il prend une structure d'un camion frigorifique, et il va installer, alors c'est tout petit, oui, hein, c'est minuscule, mais c'est vrai que dans tout le, il y a quand même beaucoup de pompinettes et beaucoup d'autres choses. Et donc il va installer cette vision absolument extraordinaire que je crois unique, ou à peu près unique dans le monde des jardins, mais je laisse mes collègues beaucoup plus spécialistes que moi le dire. Et bien à partir de ce moteur de camion frigorifique, il va venir installer des ronces arctiques, des végétaux qui ne gèlent jamais. Enfin, c'est une physiologie encore une fois particulière et un contenu cellulaire très riche et qui vont se développer dans la glace, en contraste absolu avec les jardins plutôt subtropicaux humides qui jouxtent directement le camion frigorifique. Du coup, il ne revendiquait pas un état naturel, c'était vraiment une démonstration des différents états de l'eau et des plantes qui vont avec. Et il avait adoré parce que quand, au moment d'installation et de quand la glacière a été terminée, il y a des ouvriers qui ont dit « on voit bien que c'est du faux, hein, c'est du chiquet ». Il disait « c'est le summum, c'est exactement ça, c'est du chiquet, mais on le montre hein. ». Il était très très heureux de cette parole entendue. Voilà, le dernier bosquet était lié à des eaux plus ou moins riches ou plus ou moins pauvres, comme on l'a évoqué, salines, etc. Et donc c'était le bosquet de la minéralisation, avec des eaux courantes, des eaux stagnantes, chaudes, froides, etc. Mais peut-être que le temps est venu de dire quelques mots plus précis. Une chose que je veux vous dire avant qu'on oublie, vous avez vu, d'ailleurs il y en a une juste après cette diapositive, pour l'île Faubourg d'Arras et aussi pour Méry, il y a certaines photos qui nous montrent les jardins de Pascal des années après leur création, celle-ci en est une. Ce sera l'occasion l'année prochaine de rendre hommage aux 10 ans de la disparition de Pascal, donc on va aussi se servir de cet outil de voir comment évoluent les jardins dans le temps pour photographier certains des jardins que vous avez vus aujourd'hui 10 ans après la disparition du jardinier. Et donc ça se tiendra en septembre 2025 et si vous restez septembre-octobre, vous resterez informé de la tenue de l'événement. Et peut-être que le moment est venu de parler plus spécifiquement des archives de Pascal. Je ne sais pas, mesdames, si vous voulez rester assises ou si vous voulez venir ici. Ouais, donc, je suis Karine Baumel, donc, je suis responsable des archives au musée des arts décoratifs. Il faut savoir que dans ce musée, on conserve plus de 200 fonds d'archives privés qui touche à tous les domaines des arts décoratifs, que ce soit à la fois la mode, le design, l'architecture d'intérieur, en passant par la publicité, et aussi des collections historiques. Donc, dans ces collections historiques, on a d'ailleurs des historiens de l'art des jardins, tels que Ernest Deganet et Marguerite Charaja. Donc, je sais que les pourparlers ont commencé avant mon arrivée en 2018 concernant l'entrée du fonds de Pascal Cribier aux arts décoratifs. Donc, ça a été l'objet de beaucoup d'échanges avec chacun des conservateurs et la direction. Il est rentré en novembre 2001, à la commission de novembre 2021, excusez-moi. Donc, à partir de là, avec l'association des amis de Pascal Cribier, on a réfléchi au traitement du fonds qui était très conséquent, hein, puisqu'il était constitué de plus de 80 cartons de déménagement. Mais plus tard, je sais que Denis Cribier nous a redonné une vingtaine de cartons.
Donc, pour traiter une telle masse, il faut être assez nombreux. Et on a eu l'occasion, grâce à l'association, de pouvoir recruter quelqu'un, donc Anna Sorsa, ici présente, qui, elle, avait l'avantage d'être à la fois archiviste et spécialiste du paysage, puisqu'elle avait étudié les Landscape Studies. Donc voilà, pour l'archiviste, l'intérêt de traiter un fonds, c'est bien sûr de le rendre accessible à tout le monde, et notamment les étudiants, les chercheurs, tous les professionnels du monde du paysage. On a pour mission de rester au plus près de la logique du producteur, hein. C'est vraiment cette notion de ne pas trop s'écarter de la façon dont la personne qui a produit les archives, de rester dans vraiment la lignée de la façon dont il avait ordonné. C'est vrai que c'est un fonds où il y a énormément de photographies, et à la fois sur support souple et sur support dur, sous forme de tirage. On en a beaucoup parlé. Et donc on a aussi toute une mission de conservation préventive, hein. Il faut pouvoir assurer la pérennité en fait, de ces supports dans le temps. Donc on a mis en place beaucoup de procédés pour pouvoir en fait, conserver le plus longtemps possible ces archives. Et par ailleurs, on a développé un nouvel outil pour gérer à la fois les collections et les archives. Donc on intègre progressivement ce qu'on appelle l'instrument de recherche qui est aujourd'hui finalisé donc des archives de Pascal Cribier. Et d'ici septembre, du moins la fin de l'année, normalement, on va pouvoir mettre en ligne en fait, cet instrument de recherche. Et depuis, nous avons eu pas mal de demandes sur le fond, et notamment une doctorante que je vois ici présente, Nour Ladjedj, qui a commencé un travail de doctorat, donc, et qui vient de l'École nationale supérieure du paysage. Donc pour nous, c'est tout l'intérêt d'avoir traité ce fonds, c'est qu'il puisse être diffusé, valorisé et accessible à tous. Donc voilà, je vais passer la parole à Anna Sorsa, qui elle va vous parler un peu plus du contenu du fonds, puisque c'est elle qui l'a traité. Donc voilà, Anna, je ne sais pas si je dois te passer le micro. Merci. Donc, merci Karine, merci l'association. Je suis archiviste, j'ai eu cette opportunité pour travailler avec ce fonds Pascal Cribier. Donc, le traitement du fonds et récollement était fait donc, entre mars et septembre 2021. Donc, enfin, ça laissait 3-4 mois pour travailler avec ce fonds. Le premier traitement était fait dans les locaux des éditions Manuela. Les conditionnements et le transfert du fonds à les dossiers ont été réalisés en mai 2021 à la bibliothèque du musée. Et initialement, ce fonds contenait 275 projets et pièces personnelles et professionnelles constitués des dossiers vraiment répartis matériellement et sans lien intellectuel. Donc, il y avait 101 cartons de déménagement, et 164 rouleaux, pas mal de plans, une trentaine de panneaux également. Et après, en 2023, il y avait un deuxième versement qui était fait en février 2023. Et moi, je travaillais tout de suite une semaine pour faire le traitement de ces fonds pour les rendre accessibles. Donc, il y a tout ce travail qui prend quand même pas mal de temps. C'est vraiment pour faire la description du fonds, respecter aussi comment c'était construit, mais en même temps, essayer de les rendre accessibles à la fois matériellement et aussi intellectuellement. Donc nous, au musée, il avait tout à fait les conditions parfaites pour le faire. Donc ce dossier constitue vraiment un ensemble qui reflète exactement le travail de
Pascal Cribier. On voit comme votre présentation, on le trouve aussi dans le fond. Donc il y a des éventails très larges du support. Il y a d'abord les pièces graphiques, donc c'est vraiment les plans, dessins, les croquis, les photographies, et diapositives également. Après, il y a ce qui est vraiment la recherche pour le fond, c'est comme on est aux archives, c'est qu'il y a aussi des pièces écrites. Et donc, il y a la correspondance effectivement avec le couple qui est du Woolton House à Hampshire et des autres projets en lien avec ces couples-là à Londres, à Hong Kong, en France. Vraiment incroyablement délicieux. Il y a pas mal de cartes postales. Après, il y a tout le suivi du projet, donc suivi de chantier, le débit, l'échange avec les pépinières. Et il y a aussi les extraits, pas mal d'extraits de publications, donc des articles, les revues, et aussi également quelques enregistrements audiovisuels et certaines CD-ROM, qui j'espère que ça fonctionne toujours, mais les CD-ROM avec donc la production de Cribier avec son book, par exemple, ou les conférences. Et pas mal de photos aussi. Donc, le dossier photo qui était construit par lui. Donc, ce fonds, il y a un plan de classement. On a avancé quand même avec ce travail-là. Donc, on a réussi à faire un plan de classement. Donc, la première partie, c'est vraiment les pièces personnelles et professionnelles. Donc, ça commence en 1977 avec relever les notes à l'école des Beaux-Arts. Et ça va jusqu'à la fin de carrière. Partie principale, c'est quand même le dossier du projet. Donc, toutes les photos, toutes les pièces écrites, graphiques. Et le mode de classement, c'est vraiment par chronologiquement par projet. Et après, il y a une troisième partie, c'est plus la communication. Donc, on y trouve les pièces contenant les informations sur les prix, les expositions également, les éditions, donc édition du livre. Et puis, quelques fichiers à JPEG, si vous voulez plonger dedans. Il y a aussi quatrième partie, c'est vraiment la documentation des projets, donc les books, et également quelques pièces originales pour préparer les plaquettes de présentation. Donc, ça, de ma partie, c'est là. Il y a des pièces qui sont vraiment extrêmement intéressant au niveau intellectuellement et visuellement. Il y a des collages sur les photos, il y a les dessins coloriés qui sont magnifiques, la correspondance, ça ne parle même pas. Donc, je vous invite vraiment à plonger dans les dessins, l'instrument de recherche qui existe. Le fonds est consultable, donc n'hésitez pas. Et ironie du sort, en fait, les archives sont conservées au Musée des Arts Décoratifs sous le Jardin des Tuileries. Donc voilà. Je pense qu'on a beaucoup de chance. Alors moi, je dois avouer que c'est vrai que c'est avec des étudiants du master qu'on a classé les papiers d'Ernest Deganet, et c'est une longue amitié avec les Arts Déco. Et c'est là une raison pour souligner que je pense qu'il y a encore un grand effort à faire, parce que si l'architecture contemporaine, depuis 30 ou 40 ans, a donné lieu à une politique extrêmement élaborée, construite pour les architectes. Donc les archives nationales ayant passé toute une série de contrats avec différents organismes et ayant un lieu spécial pour stocker, trier, etc., les fonds des architectes, avec une politique incitative, etc. J'ignore totalement pourquoi, malgré un combat mené de longue date, les architectes ont cette chance, alors
alors que les paysagistes ne l'ont pas. Et simplement, je signale que, heureusement, de temps en temps, des lieux de conservation s'ouvrent un peu à ces questions-là. Et entre autres, les archives des Yvelines, un conservateur qui est arrivé relativement récemment, c'est quand même un peu penché sur ces questions-là, en relation avec l'École nationale supérieure du paysage. Et il y a eu quelques dépôts, entre autres du fonds qui a été complètement volé en grande partie, du fonds Édouard André. Donc on a pu déposer des choses. Mais c'est vrai qu'il manque une vraie vision d'une politique globale concernant ce métier spécifique des paysagistes par rapport aux architectes contemporains. Et puis vous dire peut-être pour terminer que la bibliothèque de Pascal, qui était vraiment une bibliothèque de travail, est conservée à la bibliothèque du musée Yves Saint-Laurent à Marrakech, dans son entièreté, absolument, comme un fonds spécifique identifié Pascal Cribier, et qu'on le doit aussi à Madison Cox et à Pierre Berger, que Pascal connaissait bien et qui a été aussi, c'est l'occasion de le dire, l'un des présidents de l'association des amis de Pascal Cribier. Monique, est-ce que vous souhaitez? Très bien. Merci infiniment. Merci à vous deux, vraiment. Merci beaucoup. Simplement, peut-être pour conclure, est-ce que s'il y a une ou deux personnes qui veulent prendre la parole, en tout cas, pour ma part, je voulais vous remercier. Je pense que cette conférence, elle va en amener d'autres, hein, j'en suis certaine. Je pense déjà à 3-4. Et en plus de ça, par rapport au sujet qui serait, si on mêle affinité, archives, et coïncidence aussi, il se trouve qu'il y a juste 10 ans, donc c'était ici même, j'ai organisé une conférence avec Pascal Cribier qui vient de passer là, et Patrick Écoutin. Donc, et le titre de la conférence, c'était, tu te souviens le titre de la conférence ou pas? Non? Faut-il aimer pour vivre? C'était le titre que Pascal avait choisi. Et donc, cette conférence a été filmée et elle n'est pas archivée, je pense. Donc, j'ai regardé hier, elle n'est plus sur le site de la Fédération française du paysage puisqu'il a changé. Donc, c'est une archive à retrouver ensemble, Anna, je t'aiderai. Voilà, et donc je veux remercier aussi, parce que c'est des affinités, effectivement, c'est Adrien Fourès qui a eu l'envie de vous inviter aujourd'hui. Donc 10 ans après cette conf, finalement c'est vraiment une coïncidence que je trouve incroyable, je m'en rends compte maintenant. Et les affinités aussi, je voulais remercier, en tout cas pour ma part, j'en profite du coup, Astrid Verspiren qui m'a fait connaître aussi les rencontres botaniques, c'était un plaisir, et aussi une autre expérience de paysage qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, donc Hervé Brunon qui est venu nous présenter son livre « Que sais-je sur les jardins » qui est sorti, du coup j'en profite pour rebondir sur ce livre que vous pouvez trouver aussi, qui est à la fois tout à fait dans l'esprit de Pascal Cribier et de la conservation et de cet esprit multiple qu'on est en train de présenter. Est-ce que vous avez envie de parler, de poser des questions? Il y a des remarques? Merci beaucoup pour cette présentation. Je trouve que c'est très rare de pouvoir honorer les projets et la personnalité même d'un paysagiste. J'avais deux questions. Une pour les archives. Je me demandais, est-ce que Pascal même, il est systématisé ces archives, ou quand vous avez reçu toutes ces données, tout était voilà, dans un ordre plutôt voilà, subjectif. Et quel était cet ordre? Et la deuxième question était, vous avez dit qu'il travaillait en solo à chaque fois en s'appuyant sur des constellations, sur des équipes différentes. Comment est-ce qu'il travaillait l'entretien de ces projets? Avait-il des équipes de confiance, de jardiniers, de techniciens qui allaient et qui faisaient l'entretien? Est-ce qu'il nommait sans cesse des gens? Qu'est-ce qui se passait au niveau concret sur la vie de ces projets? Merci.
Oui, alors, pour la question des archives, quand on est arrivé chez Pascal, après sa mort, il y avait des cartons marqués importants à conserver. Mais c'était quand même un vaste bordel. Voilà. Et ce que je sais aussi, c'est que Pascal avait beaucoup jeté et détruit une fois que son livre a été publié. Voilà. Et donc, il y a des choses qu'on ne connaîtra jamais. Voilà. Et sinon, je pense que Anna, justement, a fait un travail exceptionnel de tri, car je pense que c'était quand même à peu près n'importe quoi. Voilà. Justement, avant, on s'était concerté avec Anna avant la conférence et on s'est demandé si on avait le droit de parler de vrac, de bordel. On s'était dit non, peut-être pas. Mais de toute façon, je vais lui laisser la parole parce que c'est vraiment Anna qui a fait quelque chose de ce vrac. Mais par expérience aussi en tant qu'archiviste, on a toujours l'impression que c'est un vrac en fait quand on accueille un fonds d'archives. Et après y avoir travaillé des mois, il y a toujours la logique du producteur qui finit par ressortir. C'est presque magique par moment. Mais à un moment ou à un autre, une fois qu'on est très imprégné, ça finit par apparaître. Et puis une fois qu'on a bien sûr délimité, qu'on a fait des plans, qu'on a réfléchi sur l'œuvre de la personne en fait. Mais bon, c'est vraiment Anna qui, pour le coup, là, a fait un travail incroyable. Je lui passe. Bon, après, c'était une première étape, mais en tout cas, tout était dit sur ça. Mais après, ce qui aide toujours, même pour vous, c'est un jour vous archivez ou c'est parler avec tout le monde qui est toujours là. Donc, nous, avec l'association, on a quand même eu des questions, se contacter où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations, parce que seulement avec l'archive, des fois, on ne va pas plus loin que ça, donc c'est vraiment enrichissant pour avoir cette chance pour contacter les personnes qui ont travaillé avec Pascal Cribier. Pour la deuxième question, alors l'entretien. Le suivi du chantier plutôt. Non, il y a le suivi du chantier, mais je pense que la question c'était vraiment l'entretien après. Et le jardin revient à son commanditaire, que ce soit le PGL aux Tuileries ou que ce soit les propriétaires de Boulton. Ça, c'est les deux meilleurs exemples parce que forcément, il y a des équipes de jardiniers et du suivi. Mais Pascal, en général, avait quand même des très bonnes relations avec les maîtres d'ouvrage, donc qui n'hésitaient pas à lui poser des questions. Mais il n'y avait aucune équipe dédiée particulière qui suivait plusieurs chantiers. Donc chaque chantier étant unique et dans un lieu toujours différent et dans des contextes très différents, c'était des jardiniers différents à chaque fois. Même pour les chantiers? Même pour les chantiers? Oui. Oui, même pour les chantiers. Il n'y avait pas de... Enfin, vous me corrigez, mais je pense qu'il n'y avait aucune entreprise avec laquelle il avait une affinité plus grande qu'une autre. Pour les chantiers publics, c'était sur concours et sur... Est-ce qu'il a imposé son entreprise pour les chantiers ou il faisait des appels d'offres avec le... Il n'avait pas d'entreprise, donc... Non, mais je veux dire, est-ce qu'une fois qu'il parlait avec le client, il disait, eh ben, en fait, le chantier, ça sera cette entreprise qui le fait? On a souvent fait des devis, même pour des devis pour des chantiers privés. Pour un Ramon, je me rappelle avoir étudié avec lui les 3-4 devis qui ont été faits et on choisit le meilleur, avec l'accord du client. C'est toujours pareil. Mais le meilleur ou le moins disant, mais heureusement ce n'est pas toujours les moins disants, parce qu'il faut quand même mieux prendre les meilleurs. Et toujours s'assurer qu'ils auraient vraiment les moyens de suivre et de pouvoir le faire. Mais je pense qu'il y a des chantiers qui se sont faits avec des bouts de ficelle. Il y a des plus petits projets, hein, parce qu'on a présenté que des très gros morceaux là. Anna, tu disais qu'il y avait combien de projets en tout que tu as pu répertorier? C'est différent? 250. Au début, il y avait 250, 276, mais à la fin, on a gardé, il y avait 160. 160. 180. Il y a plein de débuts de projets ou des choses qui commencent, qui pas. Je me rappelle qu'une façon aussi de renvoyer des gens, c'était de leur demander des choses qui allaient les perdre tout de suite. Leur demander le plan cadastral, ils y arrivaient.
leur dire il nous faut un plan de géomètre avec les sous-couches et tous les réseaux remontant jusqu'au XVIe siècle. Ils disaient on peut trouver ça, on disait oui, oui, vous revenez vers nous quand vous les avez. Donc c'est plus facile de jamais revoir les gens ou de se débarrasser des projets un peu compliqués. Alors, si je peux me permettre juste de réagir par rapport à ta question sur l'entretien. Donc, je travaille pour le musée du Louvre et des Tuileries. Et donc, dans ce cadre-là, je sais que Pascal Cribier avait laissé justement un cahier des charges très précis pour l'entretien, notamment du bosquet des voyelles, où il y avait vraiment une méthodologie pour l'entretien à base aussi de Roundup. Donc, aujourd'hui, on ne fait plus comme ça, mais il y avait vraiment une idée d'avoir ce jardin un petit peu avec un esprit naturel. Enfin, bon, vous pouvez me couper si je me trompe, mais en tout cas, c'était très, très détaillé sur la manière d'obtenir ce résultat. Moi, je veux bien intervenir sur ce sujet et sur ce que tu as dit, Monique, aussi, parce que ce qui fait la particularité de notre métier, c'est que ce qu'on conçoit s'efface avec le temps, en fait. Parce que la végétation et la nature reprennent leurs droits et que finalement, toute l'histoire de la conception de Pascal et de beaucoup de paysagistes qui s'organisent autour du combat, de la façon dont on peut tordre le cou à la nature pour redonner le chemin de l'eau, introduire des végétaux qui ne sont pas du tout locaux, essayer de construire des nouvelles lignes, de redonner un droit à la vue sur le paysage et ainsi de suite. C'est un combat qui doit perdurer. Et du coup, dans cette histoire de la mémoire des jardins de Pascal et de la façon dont on peut aussi faire perdurer son travail, se pose justement la question dont on peut continuer à faire vivre ces jardins et à continuer à les entretenir, en fait. Et je sais que c'est un combat qui est très difficile, que nous, professionnellement, on a déjà du mal à faire dans le cadre de nos marchés publics, puisque beaucoup de choses qu'on conçoit se retrouvent au bout de quelques années complètement disparues et effacées. Et il y a un réel sujet par rapport à ça, en fait, qui est peut-être plus compliqué que de conserver un bâtiment vis-à-vis des architectes, puisque nous, ça s'efface beaucoup plus vite. Et du coup, ce sujet-là, je sais pas comment on peut le résoudre, je sais pas comment on peut réussir à faire en sorte que la mémoire de Pascal se retranscrive dans le geste, en fait, du jardinier et de l'entretien, parce que derrière, il y a une histoire d'argent aussi, il y a une histoire de moyens, et c'est quelque chose qui est très difficile à mobiliser, en fait. Je reviens quand même sur la première question tout à l'heure. Il y a, sur les 10 dernières années, Pascal a énormément collaboré avec Jean-Marie David. Et ils ont créé une société qui s'appelait Aptech. Donc c'était quand même la forme la plus aboutie d'agence qu'il a pu avoir. Jean-Marie David faisant quand même tout le travail, l'aidant pour tous les DCE et tous les documents techniques. Et ils ont hyper bien collaboré pendant les dernières années, donc c'était quand même une forme de stabilité un peu plus affirmée. Aptech, Olivier, tu me dis si je me trompe, Aptech a été dissous ou... Aptech a été dissous après le décès de Pascal, en fait. Ouais. Et ça a été repris par une société qui s'appelle Phyto Conseil, qui existe toujours, et d'ailleurs qui a fini un certain nombre de chantiers. Voilà. Des chantiers ont pu être finis grâce à Jean-Marie David, à Phyto Conseil. Ouais. Dans les dernières années de sa vie, d'ailleurs, Pascal ne signait plus de contrats, en fait. Hein. Et les contrats étaient signés par Phyto Conseil et par Jean-Marie David, et il a réussi à... Enfin, ces projets ont réussi à aboutir. C'est le cas, par exemple, du jardin de l'hôpital Necker. Mais c'est comme Bordeaux, c'est à toi qu'il a fait signer le contrat. Oui. Donc en 2012. Donc ça, c'était assez pratique. Je crois que c'est juste parce qu'en 2012, il ne pensait pas du tout disparaître, mais il ne voulait pas s'embêter, quoi. Donc, oui, non, c'était pas... Par exemple, dans le cas de l'hôpital Necker, c'est un contrat qui a été signé il y a bien avant son décès. J'ai plus les dates en tête.
Sauf que le déroulement d'un chantier fait que parfois les choses prennent un petit peu plus de temps que prévu, et qu'entre-temps, d'autres événements tragiques pour lui ont évidemment fait durer, et ce chantier était terminé bien après son décès. Mais dans la continuité. Mais toujours dans le cadre d'un contrat qui avait été signé avec Phytoconseil. Là, pour le coup, il n'y avait pas de... Oui, tout à fait. Ben, c'est comme Bordeaux. Voilà. Bordeaux a été signé en 2012 pour 9 ans d'études. Voilà. Et on y est encore. Donc, Patrick y est encore. Moi qui l'assiste parfois. Voilà. Et pour les Tuileries, il y avait un suivi d'entretien. C'est-à-dire que le PGL a rappelé Pascal Cribier et Louis Bénèche pour faire des séances tous les mois de rencontres avec les jardiniers, avec un15 pour vraiment assurer un suivi de l'entretien sur environ 15 ans après, je vais dire 2008-2009, ça a commencé, parce qu'ils se rendaient compte que le jardin partait un peu sur les bords, pas exactement comme les concepteurs l'avaient prévu. Donc c'était pratique de pouvoir rappeler les concepteurs et de dire venez suivre nos équipes. Mais c'est un moment unique. Ce n'est pas renouvelé, ce n'est pas une généralité. Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Et moi, j'ai une question de novice un peu, parce que je voudrais quand même poser cette question, qui est un peu délicate, c'est la fin de Pascal Cribier. Pourquoi ça s'est arrêté? Est-ce qu'il était blasé? Est-ce qu'il en avait fini? Est-ce qu'il était désespéré? Est-ce que vous pouvez quand même nous dire pourquoi ça s'est arrêté comme ça? Enfin, ou en tout cas, ne pas nous laisser comme ça. Pascal est tombé malade. Il a eu une maladie qu'il n'arrivait pas à guérir et qui le faisait énormément souffrir. Donc... il s'était dit, voilà, je ne vais pas attendre 4 ans ou la fin de l'inflammation, j'en peux plus. Enfin, voilà, il y a eu un moment où il a... Je vais te laisser dire exactement... Je pense qu'il faut savoir qu'il a fait preuve d'un courage. Moi, je pense que sa fin renvoie au philosophe grec, avec le choix de s'en aller. Donc, il a tenu au courant... ses amis, il a préparé autant qu'il a pu, et donc c'était quelque chose d'extrêmement clair dans sa tête. Et une des dernières choses qu'il m'ait dites, enfin bon, je me souviendrai toujours, il est arrivé, il m'a dit un jour, je ne peux plus créer. Et je crois que ça permet de vraiment comprendre qu'au-delà de la souffrance et de morale et physique, il y avait aussi cette chose qui était d'une très très grande violence et qu'il faut tout à fait comprendre. Et je crois qu'il faut vraiment avoir l'idée qu'il a fait preuve pendant de longs mois, d'une réflexion qui l'a amené à ce départ totalement assumé, que moi j'ai rarement rencontré dans des circonstances identiques. Je vous remercie d'avoir posé cette question, parce que je pense que c'est le fait que Pascal nous ait tenus au courant aussi, qui nous a unis. Voilà. Et cette question nous ramène au début. Voilà, qu'est-ce qui fait que cette association existe et se maintient? Je pense que c'est aussi grâce à ça. Voilà. Et ça m'émeut encore aujourd'hui d'en parler. Très bien. Alors, merci encore. Avant de vous applaudir une dernière fois, je vous préviens quand même des prochaines conférences, parce qu'il y en a 2 encore pendant le mois de juin. On va fêter les 30 ans du Jardin Atlantique avec Michel Pénard. Donc, on va faire une visite sur place le 21, ce jardin impossible sur la dalle de Montparnasse. Et il y aura après un petit débat d'ailleurs dans la mairie
à côté de la mairie, à côté de Montparnasse, pardon. Et l'autre conférence qui aura lieu le 29 juin ici même avec Gilles Tiberghien sur le sujet du land art, l'art du paysage et le paysage dans l'art, un peu les deux versions. Voilà, merci à tous et merci encore à vous tous d'être venus. Si vous avez